Je remercie également tout le monde d'être présent. Je vois qu'il y a du monde, donc ça intéresse, c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet aujourd'hui assez central. Donc je me présente, Pierrick Lebigre, je travaille à Bordeaux-Sens-Agro, donc je suis responsable de la formation des ingénieurs forestiers à Bordeaux-Sens-Agro. Et je porte également une chaire en sciences humaines et sociales dans le domaine du dialogue forêt-société et de la bioéconomie. Donc Bordeaux-Sens-Agro, c'est l'une des deux écoles qui forment les ingénieurs forestiers de demain, avec AgroParisTech. L'objectif de Bordeaux-Sens-Agro, juste pour remettre dans le contexte, c'est que, bien justement, dans le contexte de changements globaux, à la fois climatiques, à la fois sociétaux, économiques, il va s'agir de former des ingénieurs forestiers qui vont avoir des compétences multiples, multifonctionnelles et multidisciplinaires, et donc capables de répondre aux enjeux de la filière forêt-bois qui est en pleine transition actuellement. Le rôle de Bordeaux-Sens-Agro est majeur dans le transfert des connaissances, à la fois vers la recherche, vers l'enseignement et vers le monde socio-professionnel. C'est pourquoi on intervient aujourd'hui justement dans cette table ronde. Donc je vais laisser les intervenants se présenter les uns après les autres. Je tiens juste à souligner qu'on a là justement en présence la filière forêt-bois, de la graine, de l'amont jusqu'à la transformation. Donc ça va être intéressant justement de voir quelle est l'intégration de la SMCC, donc sylviculture mélangée à couvert continu, dans cette filière. Donc on va aller dans l'ordre. Ici on va commencer par élégance par Stéphanie. On va vous laisser vous présenter votre métier. Ça marche. Voilà. Donc Stéphanie Lafitte, moi je suis propriétaire forestière. J'ai eu par ailleurs différentes activités professionnelles, mais la forêt dont je suis propriétaire, elle m'a été transmise, donc c'est une forêt familiale de 400 hectares qui est à moi depuis, par donation, donc depuis 2007. Après, je me suis posé des questions après Klaus. C'est comme ça que je me retrouve ici en tant que propriétaire, ayant fait un choix à un moment donné de sylviculture à couvert continu. Merci Stéphanie. Bonjour à tous, Jean Ducassou. Donc, moi je suis sylviculteur, propriété familiale également, de plusieurs centaines d'hectares à cheval entre le nord des Landes et le sud Gironde. Voilà, donc c'est une propriété qui est issue de plusieurs générations. Et on applique une sylviculture, nous, plutôt en futée régulière, avec une révolution assez longue en objectif bois d'œuvre. Et je suis aussi, au-delà d'être juste un relais, je suis aussi curieux et intéressé par comprendre la forêt au sens large et les différentes approches. Et donc dans ce cadre-là, je me suis intéressé à la sylviculture mélangée à couvert continu depuis longtemps. J'avais rencontré Jacques quelques années, une dizaine d'années, et puis plus récemment Thomas. Et comme je n'arrivais toujours pas à comprendre, plus récemment, j'ai beaucoup accompagné Thomas en forêt sur du martelage et sur de la gestion de forêts irrégulières de pins pour mieux comprendre. Et voilà, donc on va dire que j'ai un avis un peu plus éclairé aujourd'hui, et je crois que c'est pour ça que vous m'avez invité, et je vous en remercie. Merci Jean. Je ne vous ai pas dit, excusez-moi, c'est vrai, en aparté aussi, je me suis engagé politiquement au syndicat des sylviculteurs, et je suis vice-président du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Merci Jean. Frédéric Léonard, j'ai plusieurs sites dans le département des Landes. Je démarre de l'exploitation forestière. J'ai une scierie à Pomarès, une fabrication de palettes sur mesure à côté de Pomarès à Misson. À côté de Dax à Metz, c'est la fabrication de traverses de chemin de fer en chêne et en pin. Je fais aussi le traitement du bois extérieur, classe 4. Puis je suis aussi présent à Igos, où je scie du pin, mais je scie aussi des grumes de chêne pour mes besoins de traverses en chêne. Et sur ce site-là, j'ai depuis peu repris une autre activité où on fait la fabrication de manches à outils en bois.
Ce sont des sites à dimension humaine, puisque vous avez à peu près 7-8 salariés par site, avec environ 2 millions de chiffres d'affaires. Et ce sont des entreprises, pour certaines, qui ont fermé et que j'ai repris derrière, ou d'autres qui ne trouvaient pas de repreneurs, qui étaient à l'abandon, et j'ai réussi à rassembler ces 4 sites pour créer différentes synergies entre elles. Et donc je suis content de participer à ce tour de table avec beaucoup de curiosité, bien sûr. Merci Frédéric. Jean-Charles? Bonjour à tous, Jean-Charles Lejeune, donc exploitant forestier dans les Landes, à Campagne, à côté de Mont-de-Marsan. De formation pour me replacer par rapport au débat, mais comme Pierre d'ailleurs, je suis passé par l'INGREF à Nancy, donc je suis ingénieur forestier, j'ai un peu baigné, mes profs étaient des fervents supporters de Procédois, donc c'est des choses dans lesquelles j'ai un petit peu baigné, donc j'ai un petit regard là-dessus. Et je suis arrivé dans les Landes, j'ai créé mon entreprise il y a 15 ans, donc d'achat de bois et d'approvisionnement de l'industrie du bois. Et puis on s'est développé, que ce soit sur les travaux d'exploitation forestière ou la logistique. Aujourd'hui on représente un groupe d'une quarantaine de personnes pour faire l'interface entre la forêt, qu'elle soit landaise de pin ou feuillus périphériques, pour approvisionner l'industrie locale. Voilà. Merci Jean-Charles. Bonjour à tous, donc Benjamin Lefranc, donc moi je suis gérant de la société Bois de Gascogne et le Bois Landais. Donc je suis peut-être le local de l'étape parce que je suis à 20 km d'ici, même pas. Voilà, donc Bois de Gascogne, c'est une société que j'ai créée il y a 20 ans, assez passionnée de sylviculture, tout ce qui touche à l'arbre. On fait tout ce qui est entretien, reboisement. Et puis il y a quelques années, j'ai rajouté une corde à mon arc, où je fais un petit peu d'exploitation forestière aussi, avec nos machines en direct, pour être un peu plus proche maîtriser un peu mieux la production. Voilà. Donc Bois de Gascogne, c'est 20 salariés à peu près. Au total des 2 structures, Bois de Gascogne et le Bois Landais, c'est à peu près 3,5 millions de chiffre d'affaires. Et on travaille dans les Landes et Gironde, voilà, tout ce qui est massif landais. Hein. Et très curieux de ces méthodes-là et de ces possibilités qui peuvent s'offrir aussi aux propriétaires, possibilités différentes. Voilà, merci. Merci Benjamin. Bonjour à tous, Paul Lesbatz, donc je dirige l'entreprise Lesbatz et l'entreprise Castagnier. C'est un groupe d'exploitation forestière et de sillage généraliste de pairs maritimes, donc avec des débouchés dans le bois de construction, le bois de décoration, le bois d'emballage, donc quelque chose d'assez diversifié. C'est une entreprise familiale, donc moi je suis de la 4e génération, j'y travaille depuis une trentaine d'années. Au départ, on était sur un site qui était plutôt dans le Marais ancien, à Léon, on y est toujours. Mais voilà, après, on a repris des sites, notamment des usines qui étaient aussi un petit peu mal portantes, comme Frédéric, et du coup sur lesquels on a pu réindustrialiser. Donc actuellement, on a 4 lignes de sillage et 5 sites sur lesquels on travaille dans le 40 et dans le 33. Donc on est, on va dire, vraiment sur l'exploitation des bois des Landes de Gascogne, principalement, et un petit peu du Piémont pyrénéen. Mais spécialisé dans le résineux, et donc nos 2 métiers de base sont ceux-là. On fait à peu près 45 millions de chiffre d'affaires et on est à peu près 150 salariés dans l'entreprise. Et on s'est lancé dernièrement dans une activité de granulation pour utiliser une partie de nos connexes, la Suro principalement, pour pouvoir faire des granulés qui sont distribués sur différentes régions françaises à partir de connexes de ciel. À côté de l'activité en entreprise, un des trucs qui m'importe beaucoup, c'est le côté forestier. Effectivement. Bon, au départ, je n'ai pas une formation forestière, j'ai une formation d'école de commerce, mais par le biais de la propriété familiale et par intérêt, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui se passait en forêt et tout ce que pouvait être notre action, notre trace en forêt. Et à côté de ça aussi, avec la FNEB, je m'occupe d'une association qui s'appelle l'Association des pins de France, où là finalement on essaie de fédérer tous les sujets qui peuvent concerner les différents types de pins, le maritime, le sylvestre, le pin d'Alep, donc des pins sur lesquels il y a à la fois une sylviculture très productive comme ici, mais aussi des pins, des endroits de France dans lesquels il y a vraiment d'autres types de sylviculture, parce que finalement voilà, tout ça fait une partie importante du patrimoine français et du potentiel français. Et merci. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi.
Thomas. Bonjour à tous, donc Thomas Modori, moi je suis gestionnaire forestier sur Massif des Landes de Gascogne depuis près de 25 ans. Aujourd'hui je suis aussi vice-président de l'association ProSylva France et j'ai traîné mes guêtres pendant très longtemps dans la coopérative Alliance Forêt-Bois, anciennement CAPSA. Voilà, donc je fais du traitement irrégulier donc de la SMCC, sylviculture mélangée à couvert continu sur les Landes de Gascogne depuis plus de 15 ans, voilà, avec des résultats qui sont plutôt sympas. Voilà. Merci Thomas. Donc vous voyez que la filière est bien représentée aujourd'hui, de l'amont à l'aval. Donc vous l'avez compris aussi, le sujet central c'est comprendre comment fonctionne la SMCC dans le cadre du massif des Landes de Gascogne. Donc on a passé l'introduction, on va maintenant commencer à la table ronde qui va durer 1 heure. Et puis vous aurez l'opportunité de poser des questions pendant les 30 dernières minutes. Et ensuite Evrard nous fera sa petite conclusion. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir un recul de sa part, puisqu'il n'est pas du massif des Landes de Gascogne. Donc ça permet d'avoir un recul sur ces problématiques-là. Donc dans un contexte de changements globaux, le secteur forêt-bois en Nouvelle-Aquitaine fait face à des défis sociaux, environnementaux et économiques. La demande sociétale se fait de plus en plus pressante pour voir évoluer les modes de gestion, de protection et de valorisation des milieux forestiers. D'autre part, les changements climatiques nous obligent, nous, en tant que professionnels forestiers, à adapter nos pratiques à un contexte en forte évolution. La sylviculture mélangée à couvert continu s'affiche comme étant l'une des solutions à ces enjeux de taille. De plus en plus de propriétaires forestiers, de gestionnaires et donc de producteurs bois s'intéressent à ce type de sylviculture. La filière bois peut être proactive en intégrant ce type de sylviculture dans la chaîne de valorisation du producteur de bois, jusqu'aux produits finaux, en passant par l'exploitant, en passant par le transformateur et par le transporteur. Donc l'objectif de cette table ronde, elle est de faire intervenir ces acteurs de la filière du massif des Landes de Gascogne pour comprendre comment ça fonctionne, cette sylviculture mélangée à couvert continu, et quel est son niveau d'adaptation au cas spécifique du massif landais, et quelle est sa capacité d'intégration dans la filière de transformation. On va commencer notre table ronde par des questions qui vont permettre de lever des incompréhensions ou des tabous autour de ce qu'est la sylviculture mélangée à couvert continu. J'ai posé une première question notamment aux gestionnaires. On se perd parfois en termes de terminologie. Finalement, quelle est la différence? Alors tu voulais pas trop qu'on en parle, rare, mais désolé, je souhaite quand même passer vers cette question. Quelle est la différence entre la SMCC, l'irrégulier, la futée jardinée? Vas-y. En fait, il se trouve que depuis quelques années, il y a un consensus au niveau européen sur le terme de sylviculture mélangée à couvert continu, puisque dans plusieurs pays, c'est la notion de couvert continu qui apparaît. Donc on a fait un travail méthodologique pour se mettre un peu d'accord sur la façon de décrire des techniques. J'étais encore ce matin sur un petit exercice de martelage avec des techniciens et on utilisait les mêmes termes mais qui ne voulaient pas dire la même chose et on ne se comprenait pas. Donc il a fallu, alors qu'on était en tout petit comité, prendre 5 minutes pour reprendre les choses et se mettre d'accord. Donc la question de la terminologie, elle est quand même assez centrale pour discuter. Aujourd'hui, le consensus, c'est de parler de sylviculture mélangée à couvert continu pour savoir de quoi on parle. Mais historiquement, il n'y a pas de grande différence entre tous ces termes. À ceci près que l'affûtage jardiné, on est dans des courbes très précises de répartition des classes de diamètre. C'est vraiment du monitoring aux petits oignons, c'est encore quelque chose d'un peu différent. Donc irrégulier et SMCC, globalement, il faut considérer que c'est un peu la même chose. Ok, très bien, merci pour ces précisions. Alors là, je m'adresse un peu à tout le monde et je vais donner une affirmation. Le pain maritime est l'essence qui fonctionne le mieux sur le massif des Landes de Gascogne, en termes de croissance, je parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui, personnellement. Ouais, ben, on l'a appelé l'arbre d'or ici, c'est pas pour rien. C'est un arbre qui vraiment, c'est pas bien adapté. Il était déjà bien adapté à la base et globalement, bon, après il y a eu du travail aussi de l'homme pour rendre accessible les endroits pour drainer les travaux qui ont été faits, mais globalement, effectivement, c'est un arbre qui a résisté à beaucoup de choses et qui apporte la preuve. Et j'ai l'impression chaque jour un peu plus de sa parfaite adaptation au schéma actuel et finalement au schéma futur. Pour ma
part, et un petit peu plus techniquement, des arbres qui peuvent supporter des chaleurs comme on a aujourd'hui pendant plusieurs mois, et puis des périodes avec les pieds dans l'eau pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains coins plus humides. J'en connais pas beaucoup, et c'est vrai que le pin maritime il correspond bien, et il a même peut-être, avec le réchauffement climatique, une possibilité de se répandre un petit peu plus encore dans d'autres régions. C'est pas le sujet, mais je suis assez convaincu de l'avenir du pin maritime. Bon, il faut rebondir. Mais je suis d'accord aussi. Non, mais il suffit de regarder. De toute façon, si d'autres essences marchaient, je pense qu'on verrait des gens qui essaieraient d'autres essences. Donc là, c'est vrai qu'on a une essence qui est bien adaptée aux caractéristiques du massif. Et le point très positif, c'est de par sa plasticité au niveau écologique, même avec les enjeux de réchauffement climatique et tout, on sait qu'on est tranquille pour quelques années et qu'on peut lui faire confiance pour se maintenir ce massif. Donc ça c'est quand même un point positif, parce qu'on ne peut pas fermer dans d'autres régions, quoi. Donc, avec des essences locales. Oui, je ne peux qu'affirmer ce qui vient d'être dit, mais comme j'ai, depuis quelques mois, depuis l'été dernier, j'ai repris à rosiller des feuillus, donc du chêne. Donc aujourd'hui, j'ai aussi un autre regard, et bien sûr, dans les Landes, il n'y a pas que du pin, puisque de l'autre côté de la Dour, nous avons plusieurs parcelles de chêne, et donc depuis un an, j'achète du bois en grume pour faire mes traverses. Donc il existe d'autres essences, on le sait. D'ailleurs, sous l'exploitation des pins ou la gestion du pin maritime, souvent on retrouve du chêne de Liège sur la côte sud, on retrouve d'autres chênes un peu partout. Dordogne, on a un peu plus de mélange, mais on ne peut pas dire qu'autre chose que le pin maritime est l'essence dominante. Mais il y en a d'autres. Très bien. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque moi je viens de Bayonne et aussi des Landes. Et pour revenir à ça, c'est que l'essence, elle doit être adaptée à sa station, à son biotope. Okay, et heureusement pour les Bayonnais, malheureusement pour les gens de Mimizan, la terre est beaucoup plus riche dans les Pyrénées-Atlantiques sur la Dour qu'elle ne l'est ici. Alors, et pour compléter, le pin maritime, c'est 85% des arbres sur le massif, mais il y a historiquement et encore 15%, voire un peu plus, d'autres essences. Alors moi, je ne suis pas scieur, mais dans l'histoire familiale, on l'a été. Et on a essayé de travailler aussi du chêne. Et j'essaye encore aussi un peu à la marge de faire du chêne de qualité. C'est de la petite qualité, mais on essaye. Hein. Et je pense qu'effectivement, c'est très compliqué, parce que les sols sont beaucoup plus pauvres. Et malgré tout, à la marge, il peut y avoir des stations, des biotopes qui sont compatibles. Et ceux-là, ce serait vraiment dommage, effectivement, de ne pas les utiliser et de ne pas favoriser des essences de qualité, nobles, sur ces terres-là. Voilà, donc le pin maritime, il est là depuis 5000 ans, reste adapté aujourd'hui, et effectivement, je suis persuadé qu'il sera adapté demain, les projections le confirment, et surtout, la station, le massif, le sol du massif, il ne va pas changer d'ici là, enfin, pas de suite. Alors moi, comme j'arrive à la fin, je vais dire non, pas du tout. Mais c'est une blague. Donc non, bien entendu, incontestablement, au niveau de la production, on est un massif dédié au pin maritime. Mais je suis contente de voir que vous avez parlé d'autres essences, parce qu'il y a quand même d'autres essences qui sont chez elles aussi. Et le chêne pédonculé, il est quand même le premier arbre naturel de tout le massif landais. Alors, pas forcément très opérationnel au niveau production, mais par contre il apporte énormément de choses, quoi. Heureusement qu'il est là, parce que c'est lui qui enrichit le sol, qui amène de la diversité, qui crée des zones humides. Enfin là par exemple, il n'y a pas photo, hein. Aujourd'hui je vous demande où est-ce que vous allez vous mettre à l'ombre, c'est pas sous un pin. S'il y a un beau gros chêne quelque part, eh ben, vous allez le trouver. Donc voilà, il ne faut quand même pas l'oublier. Merci.
Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a consensus autour du pain maritime, mais vous avez devancé ma question d'après, c'était justement est-ce qu'on peut parler de mélange dans le massif des Landes de Gascogne? Vous y avez répondu en partie, et heureux de voir qu'on peut effectivement faire de la qualité aussi avec d'autres essences, et ça c'est Frédéric qui vient de nous le dire. Une autre question, ça va être plus celle pour Évrard et Thomas. Le souhait de ProSilva est-il de remplacer la sylviculture dite traditionnelle par la sylviculture mélangée à convert continu? Est-ce que les deux approches sont complémentaires? Qui veut répondre? Évrard. D'abord, on est là pour prendre la place de personne. On est là, ProSilva, c'est un groupe de travail. On est là pour réfléchir. On est là pour innover, pour expérimenter, pour comprendre. Donc on n'est pas là pour supplanter et pour faire la leçon aux autres. On est là simplement pour répondre avec notre approche à des questions d'aujourd'hui et de demain. Et on perçoit que la SMCC répond avec beaucoup de pertinence à beaucoup de ces questions, sans beaucoup de conflits d'intérêts entre les choix qu'il faut faire. Donc on peut faire le beau en faisant l'utile, on peut faire l'utile en faisant le beau. Pourquoi se priver? C'est très beau ce que vous venez de dire. Thomas. Je vais dans le même sens. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de sens à dire qu'il faut remplacer une sylviculture par une autre, ou sinon on parle du remplacement d'un autre par un autre, on rentre dans des guerres de clochers qui n'ont strictement aucun sens. La seule chose qu'on souhaite apporter, c'est la liberté des propriétaires à faire ce qu'ils ont envie chez eux, mais de le faire sérieusement. On a une filière qui est dynamique, une filière qui est socialement très importante sur le territoire. Donc quand on passe sur un mode de traitement de la forêt un petit peu différent, il faut le faire avec un petit peu de responsabilité. Il faut essayer de le faire correctement, et c'est ce qu'on essaye de faire en discutant, en réfléchissant, en se confrontant sur le terrain, en essayant de progresser. Donc j'oserais dire que la question est nulle et non avenue, et pour être très clair, ce qu'on fait aujourd'hui nous dans nos propriétés, ça va représenter bon an mal an entre 15 et 20 000 hectares de forêt sur le massif des Landes de Gascogne, qui fait 1 million d'hectares. Il ne faut pas trop avoir peur de la fourmi quand même. Je pense qu'il y a encore un peu de temps pour qu'il y ait un risque quelconque. Donc on veut juste donner la liberté à certains propriétaires de vivre leur forêt comme ils l'entendent, et certains veulent quelque chose d'un tout petit peu différent. Voilà, c'est juste ça. Très bien. Donc pour la dernière question tabou, je m'adresse un peu à tout le monde, mais tout le monde n'est pas obligé de répondre. Je vais vous donner une petite affirmation, vous me direz ce que vous en pensez. Dans le monde agricole, la critique sur l'agriculture bio est de dire on ne nourrira pas toute la planète avec du bio. Pour la SMCC, ça donnerait on ne pourra pas approvisionner toutes les industries de transformation avec la SMCC. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation et de la comparaison avec le bio? Je prends la parole parce que j'en fais depuis longtemps. Nous, on intervient en éclaircie dans le pain maritime environ, enfin, pour donner des moyennes, tous les 4 ans. Dans le pain TEDA, tous les 2 ans. On passe en éclaircie des peuplements de façon extrêmement dynamique. Et tous les reculs que moi je peux avoir ou qu'on peut avoir sur le suivi des placettes d'inventaire statistique de l'association Futaies Irrégulières, qui fait du suivi statistique de la productivité des peuplements, c'est qu'on est dans les gammes de productivité qu'on peut retrouver sur la futaie régulière. Donc ce qu'on fait nous, ça alimente pas moins la filière que d'autres techniques. Simplement, on va mettre en œuvre les bois de façon un tout petit peu différente. Voilà, c'est juste ça, c'est une manière différente de mobiliser des bois, de l'apporter à l'industrie. Mais on va être très clair, moi je suis gestionnaire forestier, je gagne ma vie parce que j'ai des gens qui me font confiance, et ces gens-là, ils peuvent me rémunérer parce qu'ils coupent des bois. Donc je ne vais pas m'amuser à arrêter de couper des bois, ça n'a strictement aucun sens. Le but du jeu, c'est d'avoir des forêts productives. Je reviens sur les propos introductifs d'Évrard. L'idée maîtresse, l'idée centrale de ProSilva, c'est comment faire en sorte d'optimiser en fait la machinerie économique des forêts. C'est toujours ce qui nous anime. Voilà. Très bien. Merci pour cette réponse. Quelqu'un d'autre veut répondre sur cette question? Oui, te répondre que justement, j'ai pas de réponse, mais que justement, la question m'intéresse. C'est vrai que globalement,
on sait qu'on a quand même de vrais sujets concernant la ressource sur plein de choses sur la planète. Et on sait que le bois a des capacités en termes de matériaux, de remplacement de choses dans lesquelles il présente beaucoup d'avantages, beaucoup de noblesse, dans le sens où il peut notamment stocker du carbone, voilà, et résoudre naturellement et simplement des problématiques centrales, je dirais, que l'on a. Donc c'est vrai que la question de savoir si ce mode de gestion ou si ces pratiques peuvent améliorer le fait de pouvoir industrialiser les process pour ensuite avoir un effet de masse sur les choses, oui, c'est vraiment quelque chose qui me questionne lourdement, et aussi parce qu'on a des usines à approvisionner et qu'il n'y a pas beaucoup de choses plus stressantes que ça, que d'approvisionner une usine pour tout un tas de raisons. Donc oui, la question m'intéresse terriblement. On va revenir sur cette question un peu plus précisément. D'autres remarques? On peut passer sinon aux questions. Jean-Charles, je sens que tu as envie de... Moi, c'est pour rebondir, je suis d'accord avec Paul, et puis pour en discuter aussi avec Thomas, il faut qu'il nous fasse la preuve sur la productivité, ça on verra avec le temps, même si j'y crois, c'est pas de la défiance. Après, ce qui est sûr, et puis pour rebondir sur ce que Paul a dit aussi, c'est que c'est une sylviculture qui est orientée vers le bois de qualité. Donc on sait qu'on a un enjeu de décarbonation aussi pour l'avenir de nos sociétés et puis l'avenir du bois aussi, tout simplement. Donc plus on va faire des bois de qualité, plus Paul ou Frédéric auront des bois de charpente à faire, enfin des bois qui vont rester dans la construction longtemps et qui vont stocker le carbone, et plus ça sera intéressant. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette sylviculture à couvert continu aussi, je pense, quoi. C'est cette vision vers la qualité, les bois de qualité. Frédéric? Oui, moi je m'interroge parce que mon besoin est quand même à dimension humaine. Mon besoin journalier sur mes 2 sites de Syrie, on est sur environ 4-5 camions jour. Donc peut-être qu'à mon niveau, c'est un peu plus réalisable. Par contre, la question que je me pose, c'est que quand on a besoin d'exploiter et sortir le bois, on passe par des machines aujourd'hui qui ont un certain coût. Et donc il y a forcément un raisonnement économique pour exploiter, sortir le bois. Donc c'est ça que ça me laisse interrogatif, mais peut-être que ça ne peut pas être adapté à tout le monde, mais peut-être qu'à des industries un peu plus petites comme les miennes, ça peut-être le faire, surtout qu'on recherche de la qualité. Donc je m'interroge. Mais j'oublie pas le coût que ça peut avoir quand vous faites passer une machine qui va sortir peu de bois. On va me dire, mais si on ne prend pas de machine, on peut prendre des hommes. Mais c'est pareil. Alors cette question-là, je me permets de te couper parce qu'on reviendra effectivement sur l'aspect rentabilité. D'accord, ok. D'autres remarques? On y reviendra alors. Pardon? On y reviendra. Ah ben on va pas tarder d'ailleurs, tu peux garder le micro d'ailleurs parce qu'on va pouvoir enchaîner sur la question aux propriétaires forestiers. Stéphanie, on va commencer par vous. Vous avez expliqué que vous êtes orienté vers la SMCC. Depuis combien de temps et quelles ont été vos motivations de départ? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une forêt qui m'a été transmise et j'avais pas l'approche du tout gestionnaire et j'avais pas une approche de productivité par rapport à la forêt. Je la connaissais depuis tout le temps, mais j'étais pas là-dedans. Donc 2007, je me suis dit, je me donne 2, 3, 4 ans pour voir ce qui se passe, pour comprendre un petit peu. La forêt, elle était gérée par la coopérative. Au départ, mon père s'en occupait beaucoup, et puis en vieillissant, il a délégué de plus en plus. Donc là, elle était complètement aux mains de la coopérative. Moi, j'ai commencé à me poser des questions. Je voyais aussi que la forêt ressemblait plus à l'image que j'en avais, en ce sens que ce qui se passait, c'était que tous les chênes, on revient aux chênes, étaient coupés pour faire du bois de chauffage avant la coupe rase, qu'il y avait la coupe rase, qu'il y avait le labour et la plantation. Et petit à petit, la propriété devenait de plus en plus pauvre en diversité, de plus en plus basse en qualité aussi, parce que c'était quand même du bois de médiocre qualité qui était produit. Donc je me posais déjà ces questions, et puis il y a Klaus qui est arrivé, qui là a sérieusement ébranlé aussi tous les postulats là, sur comment ça fonctionnait.
là je me suis vraiment questionnée sur la fragilité de la forêt et j'ai commencé à me demander si on ne pouvait pas quand même faire autrement, notamment la fragilité parce que les monocultures, par définition, c'est fragile, ça on en a fait la preuve partout. On sait que c'est fragile au niveau sanitaire et dans le cas de tempête, c'est plus fragile une monoculture qu'une forêt mixte. Il n'y a pas de débat sur cette question-là. Il y avait aussi le fait que si la pièce de pin elle est bien orientée dans le sens de la tempête, et c'est vraiment comme une boule de billard là, qui passe et tout est par terre. Je me suis rendu compte aussi que les travaux fréquents qu'il y avait, notamment sur les jeunes plantations, fragilisaient aussi l'implantation. Donc tout ça, ça fait que ces questions, j'ai été chercher des réponses. Et on m'a parlé de Prosilva à ce moment-là. C'est plutôt des gens du domaine de l'environnement. C'est pas des gestionnaires forestiers qui m'en ont parlé. C'est pas la coopérative qui m'en a parlé. C'est plutôt des gens qui travaillaient au parc ou dans les réserves naturelles, qui connaissaient l'approche Prosilva. Donc je me suis renseignée. J'ai rencontré d'abord Didier Muller, donc qui était l'expert forestier qui travaillait déjà depuis plusieurs années avec cette sylviculture qu'on appelait plus proche de la nature d'ailleurs, la sylviculture donc à couvert continu. Et donc par la suite Didier est décédé comme on le sait et c'est vers Jacques Azra que je me suis tournée. Donc on a fait un plan de gestion sur les deux propriétés avec cette sylviculture, cette approche-là. Et surtout, j'ai pris une décision qui paraissait assez hasardeuse. J'ai décidé de ne pas couper les arbres qui étaient encore debout après la tempête, sachant que j'ai été touchée entre 20 et 70% selon les parcelles. Donc les arbres sont restés en place pour faire des semenciers. Et il y a des rares endroits où j'ai fait quelques plantations de compléments parce que justement les semenciers ça paraissait vraiment faible. Et puis ensuite, petit à petit dans les gros arbres, on a commencé à travailler en passant tous les 4 ans, en faisant les éclaircies. Et alors aujourd'hui, donc vous êtes dans la phase de transition régulière. Oui. Quel est votre retour d'expérience aujourd'hui sur tout ce que vous avez pu faire sur la forêt? Alors, totalement positif. C'est-à-dire que moi, je trouve que ma forêt est en bonne santé, que petit à petit, il y a du feuillu qui se réinstalle, donc plus de mixité, un paysage forestier plus agréable. Et au niveau productivité, sur les vieux arbres, bien sûr, parce que sur les survivants, ça se passe plutôt très bien. Enfin, il y a du bois, il y a des ventes de bois. Bon, on n'en a pas fait. Hein. Les premières années après Claus, il y a eu quand même ces gros apports de bois. Et puis ensuite, là, on a attendu un petit peu. Et maintenant, il y a des ventes régulières et des revenus réguliers. La forêt du Lot-et-Garonne, la forêt de Réau, c'est un peu différent parce que c'est une forêt qui était vraiment surexploitée. Donc il y avait pratiquement très peu de vieux arbres et ils auraient dû être coupés tout à fait au début quand j'ai eu la propriété. Moi j'ai tout arrêté, donc j'ai conservé quelques vieux arbres, mais c'est pareil, on a laissé cette propriété un petit peu pousser parce qu'il y avait beaucoup de jeunes plantations et donc là ça fait aussi que quelques années que je fais des prélèvements sur cette forêt. Mais moi, personnellement, je suis très contente de cette petite révolution là qui s'est passée. Donc il n'y a plus de coupe rase depuis maintenant 18 ans. D'accord. Et d'un point de vue financier, puisque vous avez commencé à aborder la question, est-ce que vous vous y retrouvez? Quel est le revenu des coupes de bois, les ventes de qualité, le temps de marquage, le prix du conseil forestier? Finalement, quelle est la rentabilité globale de votre forêt? Est-ce que vous avez une idée de tout ça?
c'est un peu difficile à évaluer parce qu'il y a eu tellement de passages, puis comme je dis, ce moment où la forêt se rhabille après la tempête ou après la surexploitation. Donc je pense que j'aurai une vision plus objective dans une dizaine d'années. Mais pour le moment, ça donne déjà des revenus tout à fait honorables. Le bois se vend bien dans les ventes de bois. Il est tout à fait bien placé. Et surtout, je fais beaucoup d'économies. Parce que quand même, je trouvais que ça coûtait très cher aussi, la sylviculture industrielle. C'est-à-dire qu'il y avait sans arrêt des travaux à faire. Et quand il n'y a pas beaucoup de revenus parce que la forêt a souffert, et ben pour le coup, les travaux, même s'ils sont partiellement subventionnés, bon, ça faisait aussi partie de mes sujets de questionnement aussi, les subventions et finalement le peu de choix dans lequel on se retrouve quand on rentre dans ce processus-là. On se retrouve un peu coincé. Ça me plaisait pas beaucoup non plus. Donc, je peux pas vraiment donner de chiffres actuellement, mais ça amène des revenus tout à fait conséquents depuis, je dirais maintenant, 6 ans. Et de manière régulière. Et de manière régulière, oui, chaque année, bien sûr. Puisque le principe, c'est de séparer la propriété en 4 parties, puisqu'on intervient tous les 4 ans. Donc il y a soit des éclaircies, soit des coupes d'amélioration tous les ans. Donc il y a du bois qui est fourni, il y a du bois qui part tous les ans de ma propriété. En termes de temps de marquage, vous participez vous-même au marquage qu'est-ce que ça représente d'un point de vue... Là, je suis pas bonne élève. Ah. Non, je l'ai fait au début pour comprendre. Je l'ai fait avec Didier Muller et avec Jacques Azra au début, parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Mais j'avoue qu'après, j'ai largement délégué. Alors, ça me permet de passer la transition à Jean, qui est à côté de vous, puisqu'il nous expliquait tout à l'heure qu'il avait justement participé au marquage. Est-ce que vous pouvez expliquer justement le temps que ça prend, le coût que ça peut représenter? Ouais, je vais parler du marquage, mais avant, je voudrais juste rebondir quand même sur ce que vous avez dit, qui était très intéressant, mais pour moi un peu réducteur. Parce que la futée régulière, comme on la pratique, on va dire, plus massivement sur le massif, elle a maintes et maintes approches. Et la représentation que vous donnez, pour moi, c'est une représentation qui n'est pas majoritaire sur le massif, qui est appliquée par... Oui, mais qui était votre gestionnaire et comment vous donniez, ou vos parents avant donnaient l'orientation sur la gestion. Alors moi, je suis ouvert à tous les types de gestion. Je ne suis pas dogmatique du tout. Je suis comme Thomas l'a dit, on est tout à fait alignés tous les deux sur donner le choix aux propriétaires. Et je suis convaincu, on va y venir, de l'intérêt de la SMCC. J'en suis convaincu, et de l'intérêt pour la filière autre. Ce que dit Thomas, j'ai pu le vérifier, et j'en suis... moi qui n'avais pas du tout n'arrivais pas à comprendre, je suis en accord avec beaucoup de choses qu'il dit. Mais je veux dire aussi que la futée régulière avec une révolution longue production bois d'œuvre est aussi respectueuse de la nature. Moi, je laisse aussi pousser les chênes sous les pins. J'essaie d'avoir une petite ambiance forestière si je peux l'avoir. Je respecte mes ripisylves. Parfois, j'ai des futaies que je bascule effectivement, préférentiellement en chêne, parce que c'est essentiellement le chêne effectivement pédonculé qu'on a et le tausin. Donc moi, j'ai pas malheureusement de chêne à liège. Mais voilà, cette mixité des paysages, cette mixité de la nature, elle existe pour moi. Elle n'est pas incompatible avec la futée régulière. Voilà, c'était pour moi le message que je voulais faire passer. Parce que, d'ailleurs, tu l'as dit Thomas, et je pense que tu n'es pas capable de changer complètement de casquette, tu fais aussi de la futée régulière, mais tu es, je pense, attentif et vigilant, et tu demandes à tes ETF de faire attention à ce qu'ils font, si possible, d'éviter de casser les chênes quand ils font tomber les arbres, quand ils manœuvrent, de ne pas abîmer aussi. Donc voilà, je pense que ces approches-là, on peut les avoir aussi dans d'autres traitements. Voilà. Après, si on vient au cas plus précis du martelage, nous, quand on martèle en futée régulière, ce qui martelons de façon
appliquée, rigoureuse, on va effectivement avoir une logique déjà quantitative. C'est-à-dire qu'on a alors il y a plusieurs approches, là aussi, qui génèrent plusieurs types de futaies régulières, plus ou moins, on va dire, équilibrées, ou avec un objectif plus ou moins long terme, d'une qualité plus ou moins développée, d'accord? Donc avec éventuellement des interventions qui se feront de façon plus modérée, avec un taux de prélèvement plus doux, et donc on accompagnera plus gentiment l'arbre, avec aussi un objectif de sélection et de qualité. D'accord? Donc moi personnellement j'ai envie d'avoir de la qualité. Hein. Donc je vais sélectionner mes arbres en essayant de privilégier la qualité. Par contre, je suis sur un objectif quantitatif. Donc je vais effectivement marquer, alors nous on est sur une approche de 25%, selon la table d'Homogé, qui est, on va dire, l'approche qui a été démontrée comme la plus efficace de point de vue productivité. Je parle bien de productif, de quantité, pas obligatoirement de qualitatif. Après, qualitatif, c'est le marquage. Et c'est le choix de l'arbre qu'on va enlever. Voilà, donc on est effectivement, on va dire, sur une approche, on va dire, plus simplifiée, puisque c'est 1/4, et avec un temps de martelage qui est variable, et surtout on ne cube pas, on ne mesure pas le diamètre, d'accord? Alors que dans l'approche SMCC, tous les arbres sont cubés, d'accord? Donc les diamètres systématiques et les hauteurs statistiquement. Donc quand en CMCC, quand on sort de la parcelle, on sait exactement le volume que l'on va sortir. C'est là que je voulais revenir. Nous, sur la futée, on va faire la sylviculture selon Moget, on va sortir un nombre de tiges, et la sylviculture SMCC, on sort un volume. Voilà. Mais au final, le volume est assez proche. Je tiens à le dire, parce que c'est vrai, je l'ai vérifié, le volume est assez proche. Simplement, pour ceux qui sont un peu spécialistes, je suis désolé, on est obligé de partir un peu dans la partie technique, hein, c'était la question. Mais on fait, nous, essentiellement des éclaircies par le bas, d'accord? C'est qu'on va privilégier la croissance en volume la plus rapide possible, en se souciant de la qualité, oui, mais pas que. C'est-à-dire que parfois, un petit arbre, un peu droit, mais voilà, un peu de dimension, de diamètre un peu plus faible, alors, plus moi maintenant. Mais je pense que d'autres, surtout quand on rentre dans des parcelles qui sont que partiellement ou pas du tout martelées, et que c'est effectivement le conducteur de machine d'abattage qui fait sa sélection et qui doit du coup, qui avance relativement vite, il va peut-être faire sortir des pins qui ont un potentiel qualité à long terme important, voilà. Et ça voilà, ça c'est la différence. Donc nous on est sur un martelage par le bas, donc on va avoir ce qu'on appelle un coefficient de volume qui sera faible, donc on aura un volume que l'on va sortir unitaire de l'arbre, qui sera plus faible que le volume moyen de notre parcelle. Alors qu'avec la SMCC, ce sont moins d'arbres qui vont être sélectionnés, mais plus gros. Donc c'est pour ça qu'au final, au volume, on se retrouve à peu près. Voilà. Alors Jean, vous qui avez suivi Thomas sur le terrain, est-ce que ça vous semble d'un point de vue plus global, est-ce que ça vous semble réaliste sur le massif landais? Est-ce que les itinéraires techniques vous semblent maîtrisés en matière de SMCC? Alors, sur cette phase-là, parce que le recul est de 15 ans, hein, on est d'accord que le pin maritime, il vit plus que 15 ans. Donc on est dans une approche qui est initiée, qui fonctionne, économiquement, qui pour moi, Thomas le dit et le répète, mais moi j'ai pu le vérifier avec des données chiffrées, qui économiquement est très rentable pour le sylviculteur, le propriétaire sylviculteur. Donc voilà, de ce côté-là, parce que moi bien sûr l'économie c'est important, toutes les fonctions de la forêt le sont, mais l'économie et l'objectif production ici il reste essentiel. Donc oui, pour moi, ça fonctionne complètement. Je ne sais plus que la question, excuse-moi. Est-ce que d'un point de vue global, la SMCC est maîtrisée techniquement? Alors, elle est maîtrisée techniquement par Thomas, qui est l'expert du massif, je dirais, pour moi. Après, c'est quand même complexe, c'est quand même technique, il faut quand même un savoir-faire. Ça ne s'apprend pas en une demi-heure ou en une demi-journée. Hein. Moi, on a passé quelques jours ensemble, d'accord? Et je me considère pas comme réellement compétent seul à ce jour. Donc je pense que c'est une sylviculture qui est quand même assez fine, assez technique,
et qui, mais pour laquelle Thomas enfin voilà, il y a possibilité de former les gens, de leur apprendre. Ça, je pense que c'est pas du tout incompatible. Par contre, à grande échelle d'un coup, c'est pas possible, ça c'est sûr. Mais à la marge, sur quelques parcelles et développer un savoir, faire une compétence, oui. Moi, j'ai pu interviewer des entrepreneurs qui avaient fait des chantiers de SMCC. On était ensemble, on leur a demandé, mais sans préalablement leur donner la réponse si leur chantier était rentable, et il l'était. Après, effectivement, c'était plutôt des chauffeurs d'abatteuses expérimentés, parfois d'anciens bûcherons, qui avaient donc une connaissance approfondie du terrain, mais c'était quelque chose qui était compatible et a priori il rentrait dans leur rentabilité en ce type de chantier. Et je tiens à dire aussi que je sais que sur les chantiers de futaie régulière, la rentabilité est loin d'être toujours atteinte. D'accord? Donc il ne faut pas opposer non plus les deux par rapport à ça, hein, puisqu'en fait on coupe moins d'arbres, les arbres plus gros. Tous ceux qui abattent des arbres savent très bien que plus les arbres sont gros, dans un temps donné on va sortir plus de volume. Hein. Voilà, donc ça c'est vrai, et ça reste vrai sur la SMCC. Et la SMCC, effectivement, comme on est plus par le haut, eh bien, on va sortir plus de volume unitaire. Voilà. Alors ça me permet de faire la transition vers Thomas et Évrard. La rentabilité de la SMCC par rapport à la sylviculture traditionnelle, entre guillemets, est souvent remise en question, moins de volume, coût d'exploitation plus élevé, prix du bois sur pied moins élevé, temps de marquage plus important, plus d'opérations sylvicoles. Est-ce que c'est un cliché, tout ce que je suis en train de dire? Alors, je fais le naïf, bien évidemment. Et y a-t-il des études comparatives de rentabilité qui existent et des retours d'expérience concrets en termes de rentabilité? On produit autant de bois dans n'importe quel système. Hein. De nouveau, l'accroissement d'une forêt, c'est son accroissement biologique, c'est l'action du soleil sur la photosynthèse. Vous avez une magnifique essence en Landes de Gascogne, et pourquoi s'en priver? Il faut la garder, c'est évident. Mais on produit autant de bois, et comme vous le dites très justement, on produit peut-être une proportion de bois un tout petit peu plus importante, de beau bois un tout petit peu plus importante. Donc l'effet de levier, il n'est pas au niveau du volume, il est au niveau de la valeur. Et en termes économiques, c'est loin d'être négligeable. Après, il y a le problème, donc on produit peut-être un petit peu moins de petits bois, on produit peut-être un petit peu moins de trituration, mais dans chaque arbre, il y a un billon, il y a un deuxième billon, et puis après, il y a de la palette et de la trituration. Donc la filière industrie, elle aura du bois à broyer, et la filière de sciage, elle aura de plus en plus de jolis bois à fonctionner. Donc, et on réduit de façon importante les coûts, puisque on n'a pas des frais de reboisement, de nettoiement, voilà. Donc économiquement, il y a plein de points qui permettent de cocher les cases. Hein. On est dans un système qui est globalement plus efficace économiquement. Je crois qu'il faut, vous avez raison, il ne faut pas opposer la futaie régulière à la futaie irrégulière, j'aimerais dire SMCC. Dans certains plans d'aménagement de nos amis de l'Office national des forêts, ils parlent de groupes de régénération élargie. Il est clair que si vous dites je régénère mes peuplements en 30 ans, 40 ans, pratiquement vous êtes dans le couvert continu, quoi. Hein, donc il ne faut pas... Voilà. Et là, ce qui est, je crois, très important, ça je le redirai dans ma conclusion, c'est qu'il y a d'abord cette porte d'entrée, c'est le pragmatisme, c'est l'observation de ce qui se passe. Voilà. Donc, économiquement, oui. Alors, c'est compliqué de comparer deux propriétés analogues gérées l'une et l'autre de cette façon-là, mais sur le fond, à partir du moment où on produit au moins autant de bois de meilleure qualité en dépensant moins, on est plus efficace. Merci Évrard pour cette réponse. Thomas ? Il y a un deuxième micro si vous voulez. Bon, moi ce qui me paraît important c'est de réagir à ce qui vient d'être dit sur la comparaison futaie régulière, futaie irrégulière.
c'est une formidable porte d'entrée pour opposer les deux systèmes. Donc moi je suis très très en retrait par rapport à ça. Moi j'ai des chantiers, je vais avoir une base de données où j'ai presque 200 chantiers d'exploitation. Donc j'ai quelques reculs sur ce qu'on a fait. On a sur le massif des Landes de Gascogne installé des placettes de suivi statistique des peuplements dans le cadre de l'association Futaie Irrégulière. Ce sont des données qui sont publiques. Si les gens veulent les regarder et regarder comment ça marche, il y a juste à demander à l'association qui les fournira. Donc on a nous un recul qui me fait dire aujourd'hui que je n'ai pas à rougir sur ce qu'on fait en termes de production de bois et de production de valeur pour les propriétaires, et je suis pas très inquiet sur l'avenir de l'évolution de ces propriétés-là. Mais encore une fois, je crois que c'est très important. On a deux systèmes qui fonctionnent. Il n'y a pas un système qu'il faut remplacer par un autre. On a deux systèmes qui fonctionnent. Simplement, il faut que les propriétaires aient la liberté de faire ce qu'ils veulent chez eux et de le faire sérieusement. C'est tout ce qu'on offre comme possibilité. Alors, une des critiques que l'on peut entendre sur la SMCC, c'est le faible retour d'expérience. C'est-à-dire le fait que peu de peuplements sur le massif des Landes de Gascogne ont passé la phase de transition et sont réellement irrégularisés. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que c'est une critique fondée? Là, tu soulignes un point qui est fondamental. Tu expliques qu'on a un problème d'image, de structure irrégularisée. Il se trouve qu'on n'en a pas grand-chose à faire, nous, que ce soit irrégularisé, parce que ce qu'on vous a précisé depuis tout à l'heure, c'est qu'on prend les peuplements tels qu'ils sont. Donc moi, ça ne me dérange pas de montrer en assemblée générale de ProSilva un peuplement qui a une plantation de Pinthéda d'1 an, pour dire qu'on va la traiter en irrégulier. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est pas la structure, à quoi ça ressemble, c'est quelle trajectoire je vais donner au peuplement. Okay ? Ça veut dire aussi que c'est pas parce que j'ai pas devant moi un peuplement étagé que je peux pas le gérer avec les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu. Dit autrement, 80% des surfaces sur lesquelles je travaille, en structure quand on les regarde, ce sont des futaies régulières de pins maritimes. Sauf que je choisis pas les mêmes bois, c'est ce que Jean disait tout à l'heure. En éclaircie, je fais des éclaircies comme tout le monde, simplement je vais pas prendre les mêmes morceaux de bois. C'est juste ça. Voilà. Une autre question, pour le propriétaire forestier, ça demande de faire appel à un professionnel qui possède toute l'expertise technique en matière de SMCC. La question, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de personnes compétentes dans ce domaine-là, en CMCC, ou est-ce qu'on manque de personnes compétentes en expertise SMCC? On manque de personnel. Pour être très clair, moi j'ai monté mon cabinet en juin 2023 et depuis juin 2023, j'ai pas passé un coup de téléphone. J'ai que des gens qui m'ont téléphoné, j'ai près de 2 ans de travail d'avance et très clairement, on aurait besoin d'avoir des gens en capacité de répondre à la demande des propriétaires. Ça a été un élément important pour nous à ProSilva parce que ça nous a incité à monter un cycle de formation qui va être lancé l'année prochaine qui sera destiné aux gestionnaires forestiers qui travaillent sur le massif pour les aider à monter compétences et à se lancer et à accompagner un peu plus de propriétaires parce qu'il y a beaucoup de demandes et qu'on n'est pas suffisamment nombreux à être en capacité aujourd'hui de répondre, encore une fois, sérieusement. Il ne s'agit pas de dire qu'on en fait, mais il faut... J'en l'ai vu, hein, moi tout est monitoré quand on rentre dans une parcelle, enfin il faut le faire sérieusement parce qu'encore une fois on est attendu au tournant si ça fonctionne pas. Donc on lance l'année prochaine un cycle de formation pour les gestionnaires sur le massif des Landes de Gascogne. Très bien, merci pour cette réponse. La SMCC priorise la régénération naturelle. Or on sait que le pin maritime est une essence héliophile, donc une essence de lumière, qui fonctionne mal aussi en régénération sur certaines landes, comme les landes humides, où on entend parler également des dunes littorales, des lacs dits littorales. Est-ce que c'est un problème réellement de travailler sur la régénération naturelle sur le pin maritime? C'est encore pour moi. Oui, d'accord. On passera ensuite sur les exploitants. Très bien. Alors moi, il m'arrive souvent d'avoir des problèmes de régénération sur des landes humides, à tel point que je suis obligé de faire tomber des arbres dans les poches de régénération pour les casser tellement j'en ai. Dit autrement, j'ai pas de souci de régénération, mais je dis souvent en tournée qu'on se pose
malheureusement un peu trop tôt les questions de structure, donc il faut des poches de régé, il faut qu'il y ait du semis absolument. Mais quand on sait que la durée de survie d'un pain maritime à l'état naturel, ça peut aller de 150 à 250 ans, quand j'ai des gens qui me disent je comprends pas, ma parcelle a 30 ans, il n'y a pas encore de semis naturel, et je leur réponds écoutez, mon fils a 16 ans, ne me demandez pas pourquoi il n'est pas encore papa. Laissez-le finir son lycée tranquille et puis après on verra. Ben, c'est exactement la même chose. Si on veut fabriquer du bois de qualité, des bois qui peuvent atteindre 60, 70 ou 80 cm de diamètre parce que c'est vraiment des très belles qualités, ça veut dire aussi que sur un peuplement qui a 25 ou 30 ans, j'ai encore du temps pour me poser ces questions-là. Donc clairement, nous, la question de la structure, c'est-à-dire à quoi ressemble le peuplement, c'est une conséquence de la gestion, mais pas un objectif. Et la question de la régénération, on va souvent, très souvent, quasiment toujours, en fait, la gérer en disant tiens, bon bah j'en ai, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et pas dire oh là là c'est une catastrophe, il faut que j'en ai. C'est vraiment très rare qu'on arrive à ce genre de fonctionnement. Et moi j'ai plein d'images sur lesquelles oui j'ai des poches de régénération qui sont trop importantes pour moi. Enfin c'est difficile à travailler, donc moi je fais tomber des arbres dedans, quoi. Voilà. D'accord. La migration assistée ou la migration génétique peuvent permettre d'adapter les essences forestières au réchauffement climatique. Comment s'adapte-t-on au réchauffement climatique avec de la régénération naturelle? J'y dis encore. On l'a tous dit, hein, il n'y a pas de grande inquiétude au niveau de la filière sur l'adaptation du pain maritime au changement climatique. Je ne suis pas persuadé que les plantations qu'on a fait en VF2 soient en danger dans 20 ans. Moi, je suis pas très convaincu de tout ça. Donc, j'ai pas trop de difficultés. Et si j'ai mes VF2 qui se reproduisent aujourd'hui et qui me font un semi-naturel à base de VF2, je suis pas très inquiet, je le cache pas. Après, ce que je peux dire, c'est que donc on va travailler avec un renouvellement qui coûte pas cher. Encore une fois, c'est la question de l'économie forestière. Si je peux en avoir et que je dépense zéro, je prends. C'est quand même assez intéressant, mais on fait volontairement, hein, on fait des opérations d'enrichissement, de complantation, soit avec des mélanges de feuillus, notamment quand on a des problématiques sanitaires. Moi j'ai travaillé beaucoup sur la bande littorale à l'ouest de Bordeaux, où on a des problématiques de pourridiers racinaires, et installer des feuillus dans les peuplements de pins, ça aide à contenir les pourridiers. Donc on en fait, et sinon ça peut arriver aussi d'essayer de gagner du temps pour les propriétaires ou d'injecter un petit peu de génétique un peu différente. Donc oui, on va planter du VF4 quand on en aura, et puis du VF5 quand on en aura, mais on aura comme une base où on a de la régé qui coûte pas cher, clairement. Alors sur cette étape-là, on n'a pas pu l'avoir sur le terrain, si je peux me permettre. C'est juste, là, voilà, j'aime bien lever mes doutes. Je crois ce que tu dis, bien sûr, Thomas. Mais maintenant, je me suis ouvert aussi à la sylviculture ailleurs que sur le massif, et avec d'autres essences et d'autres biotopes et d'autres stations, et que je connais un peu ce que c'est que la régénération par coupe progressive, naturelle, assistée. Elle est assistée quand même un peu, hein, donc je pense qu'il y a quand même quelques travaux de dégagement qui sont à faire. Il y a un petit peu de dépressage après, alors j'entends, hein, mais ça, je pense que vu... Voilà, il faut savoir que ça a un coût. Après, c'est un coût qui est étalé. Bon, c'est là peut-être que je pense que c'est intéressant. C'est que, contrairement à une sylviculture classique, avec une révolution plus ou moins longue, une récolte finale et un boisement, l'idée c'est d'avoir des revenus réguliers, sans chute des revenus. Une futée régulière, mais qui génère des revenus réguliers pour le propriétaire, sans chute de revenus, et une régénération qui se fait avec des interventions, moi j'en suis assez convaincu, hein, mais sur un temps un peu plus long. Voilà. Alors cette phase-là de transition, la partie production maintenue, là, je me permets, hein, d'émettre quand même quelques réserves. C'est mon sentiment, parce que j'ai envie d'être convaincu. Sur le pain maritime, pas ailleurs, parce qu'ici on n'a pas d'essence d'ombre. Donc on a l'essence de semi-ombre, effectivement, et le pain maritime, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, il est héliophile, donc il faut de la lumière. Donc à un moment, il faut vraiment abattre quelques pains pour que la lumière arrive au sol. Il faut qu'on aille voir ça. Jean, tu m'as demandé de m'accompagner en martelage. Oui. Tu m'as accompagné en martelage. Oui.
Si ces questions-là t'intéressent, et si les questions intéressent du monde, on ira voir des choses. Oui. Parce cette question-là, tu ne me l'avais pas posée. Mais tu m'as dit que c'était pas la question aujourd'hui, comme ton fils qui avait 16 ans. Mais ah oui. voilà. Non, mais dans les peuplements qu'on est allé voir, qui étaient des peuplements qui avaient entre 18 et 35 ans, tu m'as posé plusieurs fois la question et je t'ai dit, laisse-lui finir le lycée. J'ai dit, on verra plus tard. Ça, c'est vrai. Mais quand même, je sais très bien que la régénération naturelle, elle doit être assistée et il faut quand même aussi un peu intervenir. Mais je pense qu'effectivement, dans ce cadre-là, c'est sur un temps un peu plus long, donc d'où l'intérêt. Voilà. Alors, messieurs les exploitants forestiers, l'accès aux arbres lors des éclaircies en SMCC semble moins évident. Les cloisonnements d'exploitation ne permettent pas toujours d'accéder aux arbres à exploiter et qui sont marqués. Et quel est votre avis en termes de facilité d'accessibilité aux arbres marqués dans ces techniques-là ? Alors, qui va ? Benjamin. Mais moi déjà quand je suis arrivé sur la première coupe, j'ai été assez surpris parce qu'il y avait pas mal de couleurs. Donc c'est assez quadrillé, c'est assez... l'erreur est difficile. L'erreur est difficile parce que les cloisonnements d'accès sont quand même bien marqués. C'est anticipé parce que c'est quand même pas des méthodes pour les abatteurs et les débardeurs qui travaillent sur des exploitations classiques. On est un peu à l'aise pour passer partout, on est un peu libre, on est un peu chez nous, on est un peu en forêt. On n'est pas vraiment chez nous, hein, donc on fait un peu ce qu'on veut, ça se passe plutôt bien. Là, c'est organisé, c'est important, pas faire n'importe quoi, et c'est cloisonné. Il y a des chevrons dans les bouts de ligne où on doit passer, donc on passe là. Et après, c'est pas toujours facile de travailler sur 2 lignes en exploitation, mais ça se fait, ça se fonctionne, voilà. Il y a des moments où c'est un peu serré, mais ça arrive aussi sur des sylvicultures classiques. Mais pour nous, ça représente pas un grand problème, mais si ça l'a été, on l'a anticipé avant quand on a visité les coupes. Très bien. Jean-Charles. Alors déjà ça va beaucoup dépendre de la qualité du marqueur, donc il faut que ça soit bien préparé en amont. Donc après je sais que Thomas notamment y réfléchit beaucoup, parce que c'est pas comme dans le conventionnel où effectivement la machine va passer dans toutes les interlignes où on va pouvoir s'approcher des arbres. Donc il faut à la fois réfléchir sur le prélèvement au niveau sylvicole, et je pense que vous réfléchissez aussi les passages des têtes et compagnie. On peut pas s'arrêter juste aux caractéristiques de l'engin, prendre la fiche technique, dire le bras va à 9 mètres et donc tout est facile, quoi. Donc il y a la taille du bras, il y a l'encombrement de la tête, et ça je pense qu'il y a un travail plus poussé au niveau des marquages pour anticiper cette phase d'exploitation. Je pense que c'est... j'ai Thomas ici qui a pratiqué sur une parcelle de Thomas aussi. Après c'est aussi un travail préparatoire en amont, c'est-à-dire on peut pas lâcher l'opérateur et puis lui dire débrouille-toi, on t'explique pas, donc je pense qu'il faut bien encadrer les gars. Qui s'énervent pas trop à vouloir faire un rendement identique à une parcelle conventionnelle, voilà. Donc ça se fait, il faut juste prendre le temps et travailler différemment et utiliser la tête. Et puis je pense que ça doit être aussi intéressant pour les chauffeurs, c'est un peu plus technique, donc on les fait monter en compétences et c'est un peu plus valorisant, je pense. Merci Jean-Charles. Alors financièrement, la SMCC fait parfois peur aux exploitants parce que c'est plus chronophage, ça semble plus chronophage. Ça semble aussi être moins élevé d'un point de vue volume, même si on en a parlé auparavant. Les exploitants et les industriels craignent donc des coûts élevés et une plus faible rentabilité chantier. Quel est votre avis justement en termes de rentabilité chantier? Quel est votre retour d'expérience? Alors pour ma part, c'est pas un sujet, parce qu'on est avant tout tous des professionnels et on connaît notre métier, on estime un volume unitaire, on connaît nos machines, on connaît nos gars et on est capable d'estimer un coût, donc on valide notre prix unitaire. Notre rendement à la journée, et à partir de là, on s'adapte. On s'adapte. Je me permets de mettre un petit bémol quand même, mais alors déjà faire peur, ça veut dire, si ça fait peur, ça veut dire que le coût il est pas le bon d'entrée, quoi. Donc en fait, là je rejoins, il faut savoir estimer le bon coût d'exploitation. Moi j'ai une phrase, je sais pas si ça se voit, il y a une partie de mon équipe qui est là.
Et j'ai Tarabus avec certaines phrases des fois, mais je leur dis il n'y a pas de mauvais chantier, il n'y a que des mauvais prix en fait. Donc même un chantier compliqué en fait, on peut le faire à partir du moment où on met le bon prix de prestation pour le réaliser. Donc là où je te rejoins, c'est mettre le bon prix. Il ne faut pas regarder que le volume unitaire et se dire c'est une exploitation classique et voilà, c'est vraiment le prix unitaire en fonction du chantier et du volume à l'hectare aussi. C'est ce qui compte, c'est surtout ça qui influe le prix et le temps que tu perds pour aller chercher tes tiges. Et donc ça fait que le prix, en termes de prix d'achat, c'est pareil. Il faut que le propriétaire qui passe sur cette sylviculture-là se rende compte qu'on va. On ne peut pas se dire c'est la base de prix ONF par exemple qui fait référence, on va être normalement un petit peu en dessous parce que les frais d'exploitation seront un peu plus élevés. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que professionnel de l'exploitation forestière, ce type de sylviculture, donc qui travaille sur des éclaircies plus légères mais plus fréquentes et qui travaille également sur la qualité? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce type de sylviculture? Comme ça, il aura le temps de réfléchir à la réponse. Moi, j'ai une vision assez simple qui revient un peu sur les questions d'avant. Est-ce que la sylviculture à couvert continu apportera assez de bois pour l'industriel? Est-ce que c'est la question? Est-ce qu'on ne doit pas... Enfin, on existe tous parce qu'il y a du bois sur des propriétés, parce qu'il y a des propriétaires qui les exploitent. Et mon sens, et mon idée, c'est plutôt... il faut qu'on ait des propriétaires convaincus de leur sylviculture. Soit il y a une méthode traditionnelle, soit il y a cette méthode-là, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils soient heureux, les propriétaires. Heureux de produire du bois, peu importe de quelle méthode, mais c'est l'engagement. C'est que si chacun est aligné, derrière, nous, on a plus plaisir à trouver des propriétaires heureux. Voilà, nos salariés, quand ils conduisent nos machines, ils sont contents aussi parce qu'on a des personnes engagées et ça compte. Donc pour moi, c'est d'abord l'intérêt de chacun et certainement la passion, comme vous êtes beaucoup ici passionnés de telle ou telle méthode. Telle ou telle méthode peuvent être faits proportionnellement aussi sur des propriétés. Hein. On peut avoir qu'une partie en cette sylviculture-là et ça marche très bien. Et ça permet de comparer aussi, c'est super. Moi, ce que j'apprécie dans cette sylviculture, c'est le broyeur qui est passé avant, quasiment systématiquement. C'est fait toutes les 1 ligne sur 4. Alors, le 1 ligne sur 4 amène un inconvénient, hein, c'est par rapport au feu, ça peut faire appel d'air, ça peut créer... voilà, donc ça c'est le bémol. Pour ma part. Mais par contre, passer le broyeur dans les peuplements, on le fait peu de manière traditionnelle parce qu'on a l'outil landais, le rouleau landais, qui est l'outil des Landais, qui fonctionne très bien, qui marche. Mais quand même, on travaille ce sol, on retourne ce sol. Et moi, je trouve que passer le broyeur, on peint un humus. Hein, cet humus, il nourrit notre pain. Et ça, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Au-delà de ça, on part sur des températures, on peut facilement le constater aujourd'hui, mais des températures de plus en plus hautes. Et au-delà de ça, il vient isoler un peu le solaire du système racinaire. Et ça a un intérêt important pour pas que le pain souffre. Tout à l'heure, monsieur, vous parlez d'objectif du pain, enfin du bois, pardon. C'est l'objectif, peut-être le résultat. Et je pense que dans l'arbre, les méthodes d'exploitation sont très intéressantes, mais le système racinaire et le sol sont la base, c'est le terreau de notre culture. Et il faut faire beaucoup plus attention à la terre, au sol, qui supporte notre essence, qui est le pain maritime ici. Mais c'est quand même la base de la culture. Bien sûr qu'il faut du bois de qualité pour nos industriels, il faut qu'on puisse exploiter facilement, mais il faut produire du bois de qualité, à mon sens. Voilà mon avis sur le... Quelqu'un apprécie fortement, je vois dans l'Assemblée. Alors Thomas, vas-y. Ce que vous dites, c'est très important pour nous, à savoir les retours sur la qualité des préparations des chantiers. Alors vous le savez, moi je vous pose des questions quand on termine les chantiers pour savoir s'il y a eu des soucis, est-ce qu'on peut avoir un œil critique sur ce qu'on fait.
parce qu'on est sur un massif qui n'a pas la culture de ce qu'on fait là, et donc il faut que chacun, en fait, on soit un meilleur techniquement, autant nous qui marquons que vous dans l'appréhension des chantiers. Donc on n'est pas dans une démarche descendante où moi je sais ce qu'il faut faire, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. C'est au fil des chantiers, au fil des années qu'on a peaufiné un peu les techniques, regardé ce qui allait, pourquoi la tête passe pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Et donc c'est très important d'avoir cet échange entre les gens qui sont indispensables, que vous êtes, qui mobilisez les bois, et nous qui marquons. Parce qu'un mauvais marquage, ça peut ruiner complètement un chantier et ruiner une opération. Donc merci d'avoir eu cette transparence-là, et il faut qu'on continue, il faut que vous nous refassiez remonter tout ce qui peut poser souci, parce qu'on en a besoin aussi, nous, pour s'améliorer. Jean-Charles. Je vais faire succinctement par rapport à la question. Après, la question c'était qu'est-ce qu'on pensait c'était qu'est-ce que vous pensez déjà de la SMCC? Et puis, tu as parlé de l'avis positif que tu en avais, Benjamin. Quel est ton avis aussi en faveur ou non de ce type de sylviculture? Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, si on revient là-bas, c'est le choix du sylviculteur, hein, du propriétaire forestier. Donc nous, on est là pour lui offrir des solutions, lui valoriser ses bois, lui acheter ses bois. Donc qu'est-ce que j'en pense? Déjà, on s'adapte aux sylviculteurs et à ce qu'ils veulent faire. Mais après, je trouve que c'est bien de proposer sur le massif différentes formes de sylviculture. On sait qu'on est dans des changements climatiques et compagnie, donc peut-être que certaines vont sortir mieux que d'autres, ou voilà, donc ça permet de diversifier et de ne pas mettre ses œufs tous ses œufs dans le même panier. Très bien. Merci Jean-Charles. Messieurs les scieurs, les industries de sciage ont-elles suffisamment de gros bois actuellement pour alimenter leurs usines? On a parlé tout à l'heure, Paul, et tu en as parlé de la ressource. Et comment vous imaginez l'avenir en matière de ressources de gros bois? Alors, globalement, on peut dire qu'il y a quand même un risque sur ce sujet, parce qu'en fait, le massif aquitaine a vraiment été marqué par l'historique récent. Il avait déjà été marqué par l'historique lointain, c'est-à-dire notamment les incendies des années 40-50 qui ont quand même façonné toute une partie de la forêt à cette époque, mais finalement, nous qui sommes arrivés plus tard, on a vu une forêt telle qu'elle était, alors qu'en fait, c'était une forêt qui était déjà la résultante d'un fort incident qu'il avait désarçonné et qu'il avait déséquilibré. On a beaucoup profité du fait qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de gros diamètres de bois, des arbres adultes, qui ont permis d'augmenter petit à petit la production de permarétifs. Et je me rappelle que dans les manuels des années... fin des années 90, finalement, on se demandait comment l'industrie allait arriver à passer tous ces gros diamètres. C'était la question qu'on se posait dans le livret vert là, que tout le monde avait. Et puis ensuite, il y a eu ces deux grosses tempêtes qui ont vraiment complètement changé les choses. Donc aujourd'hui, on est dans un plan, à partir de 2015, dans lequel on a décidé de déstocker les gros diamètres sur d'abord une première période qui était 2015-2025. Et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin de continuer à faire ça pour continuer à nourrir la filière. Donc en fait, on s'est retrouvé à devoir taper dans le stock existant pour arriver à avoir les diamètres dont on avait besoin, à la fois pour faire les tonnages des usines, mais aussi pour faire le diamètre qui correspond aux produits qui sont nécessaires sur la filière bois d'œuvre, où on a toujours besoin, on ne triture pas, on ne broie pas le bois, on utilise les bois tels qu'ils sont, et il faut un certain diamètre. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, le risque que l'on voit, c'est que dans le futur, disons le risque qu'on verrait, c'est qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train de taper dans un stock et que ce stock va pas être ad vitam aeternam. La filière fait des projections, et heureusement avec le FCBA nous accompagne. On fait des projections jusqu'à 2050 à peu près, mais même sur les 15 prochaines années, on voit qu'il y a une limite à ce déstockage. Alors qu'on est vraiment intéressé, nous on est vraiment dans la filière du bois d'œuvre, et le bois d'œuvre, il y a vraiment une porte ouverte pour les prochaines années vers davantage d'utilisation de bois dans la construction, dans l'aménagement. On a vraiment des parts de marché à prendre, et on sait très bien que il y a cette notion d'essences qui vont plus ou moins supporter les 30 prochaines années, et on sait très bien que certaines essences de bois blanc ont déjà été beaucoup touchées et vont continuer à être touchées ou ne vont pas être replantées, ou on va avoir des échecs de replantation, alors que ça ne va pas être le cas du père maritime. Et on sait qu'ici, en plus, on a la chance d'avoir vraiment tout ce contexte de filière forestière, au sens large, qui va du génétique à la connaissance, à la gestion, à l'aspect plus pratique des machines. Donc il y a vraiment un écosystème qui fait qu'on ne part pas de zéro, on part de quelque chose qui est vraiment établi. Donc oui,
personnellement, et au niveau de la filière bois d'œuvre, on a une vraie crainte parce qu'on sait qu'on a un certain historique contre nous, c'est-à-dire qu'on pense que les tempêtes ont beaucoup marqué les gens en se disant finalement on n'a plus d'espoir, on n'est plus heureux. J'aime bien, c'est poétique, mais pas que. Je pense que le fait d'avoir peur de l'avenir, c'est la pire des choses pour nous. Il faut vraiment qu'on arrive à insuffler pour nous-mêmes et pour les gens, les sylviculteurs, une vraie confiance dans l'avenir et une vraie confiance dans le fait qu'on a un vrai intérêt à faire du bois de qualité, à faire des bois qui soient suffisamment de diamètre suffisamment important pour aller vers tout un tas de marchés qui, si on n'y va pas, vont en plus avoir vraiment du mal à être fournis en bois français ou en bois européen. Donc vraiment, on pense qu'on a une vraie carte à jouer et malencontreusement, le passé récent joue contre nous. Et on pleure de ne pas arriver à convaincre les gens. Enfin, on essaie de ne pas pleurer d'ailleurs, on voudrait au contraire leur apporter du sourire. Mais vraiment c'est très important pour nous. Il y a quelque chose de très important qui se joue dans le fait de pouvoir conserver un approvisionnement pour la filière bois d'œuvre. Moi je sais que je ne voudrais pas trop parler, mais globalement je sais que je suis de plus en plus optimiste sur nos capacités à vendre du bois d'œuvre. Ça fait 30 ans que je suis dans la scierie et je peux dire que dans les années 90 j'avais vraiment le truc qu'on soit blackboulé par le béton, par le plastique, par l'aluminium, par tout un tas de matériaux qui étaient plus modernes que le bois. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Le bois revient en force, et il vient en force parce qu'il a une vraie noblesse, il a de vraies qualités. Et ce serait dommage de ne pas arriver à avoir les diamètres qu'il nous faudrait, et surtout s'ils peuvent arriver naturellement. Il y a toujours une question de est-ce qu'on peut arriver à faire autre chose par de la technologie, on va peut-être y revenir après, mais si on peut le faire naturellement, c'est quand même le plus sain, je pense. On reviendra sur cette question-là, effectivement. Frédéric, comment tu vois l'avenir, toi, en termes de disponibilité, de gros bois et de qualité? C'est toujours stressant parce qu'on est dans une filière où on démarre l'année et on ne sait jamais quel volume de bois va être mis en marché. Une fois qu'il est mis en marché, on ne maîtrise pas non plus les flux de la météo. 2022-2023, les incendies. Ces 2 derniers étés, là, on a eu l'eau. Donc ça, ce sont des facteurs compliqués. Donc ça, déjà, c'est stressant. Après, mon inquiétude vient surtout aussi sur d'autres points, comme les forêts communales dans les Landes et en Gironde, qui remplacent leurs forêts par des panneaux solaires. J'avoue que ça, c'est un sujet qui peut vraiment m'énerver, mais je ne comprends pas comment on arrive à remplacer la forêt par des panneaux solaires. Je ne connais pas, faire preuve de bon sens, je ne pense pas que c'est dans ces termes-là. Mais n'empêche qu'une loi est arrivée pour empêcher cela. Mais on a toujours le droit d'aller jusqu'à 25 hectares. Je vais prendre un exemple concret qui va se faire, c'est la commune de Trinsac. 24 hectares. Donc ils vont déboiser la forêt communale de Trinsac de 24 hectares pour mettre des panneaux solaires. Mais ça, vous avez c'est Pinceau qui est en train d'étudier tout ça, mais ça avance et de plus en plus, on a des centaines, voire des milliers d'hectares qui se partagent entre les Landes et la Gironde, remplacés par des panneaux solaires. Donc oui, c'est une inquiétude de manquer de bois déjà par ça. En plus, lors des incendies de 2022, il faut savoir sur les communes de Mésos et de Magès, ces panneaux solaires qui avaient remplacé la forêt communale ont en plus pris feu et mis le feu au pin voisin. Bravo! Magnifique! Donc ça, c'est vraiment inquiétant de la part de nos élus qui approuvent ces projets. Donc déjà, on a un problème à ce niveau-là. Personnellement, la scierie Bédora, elle a 100 ans. Et en 2022, avant la crise énergétique, j'ai construit 2 bâtiments. Et ouais, je me suis dit peut-être qu'on peut mettre sur le bâtiment des panneaux solaires. Donc j'ai fait ça. On est en autoconsommation, on est en autosuffisance entre avril et presque octobre sur l'énergie, puisque les 2 bâtiments me permettent d'autoconsommer et même de revendre. À la Palette, à Misson, pareil, j'ai fait le même projet. Donc j'ai un bâtiment avec des panneaux solaires. Donc ça, c'est faire preuve de bon sens. Donc j'assure l'approvisionnement du bois et en plus, je suis vertueux jusqu'au bout, jusqu'à la consommation énergétique de mes sites. Après, ce qui m'inquiète, c'est aussi le flux de bois qui part au-delà de nos frontières. On parle beaucoup d'économie circulaire. Je suis dans l'économie circulaire. J'achète du bois dans un rayon de 80 km. Mes salariés habitent autour de mes sites. J'utilise des prestataires de services locaux.
Je vends localement, j'y suis dedans. Mais ce bois qui part au-delà de nos frontières est un problème. Parce qu'il faut savoir justement que tout le sud des Landes, les forêts communales, lors des ventes ONF, ça se vérifie, c'est quasiment 100% d'achat vers les Espagnols. Ils ont le droit, puisqu'on est dans une économie européenne. Mais j'aimerais bien aussi qu'on pense à l'économie circulaire, parce que l'entreprise, si elle va bien, et qu'une association vient nous voir, qui va donner un chèque à l'association? Ceux qui sont de l'autre côté de la frontière ou ceux qui sont présents localement? Je pense juste à une vente de bois forêt communale de Pontonx où en 2022, je fais un sponsor au niveau du club de foot parce que la Syrie Bédora et le club de Pontonx avaient le même âge, à 100 ans en 2022. Je fais un sponsor. Un an après, il y a un appel d'offres pour 80 000 €. Je perds le lot de 700 €. Je suis à 35 km et c'est à 350 km. Donc il y a une inquiétude sur l'approvisionnement bois, il est réel. On a besoin de qualité, et c'est le dernier point là-dessus, où depuis quelques années, malheureusement, il y a une gestion qui est orientée vers des coupes de plus en plus précoces. Et quand on fait des coupes de 30-35 ans, c'est pas vrai, il n'y a pas de qualité. Je ne peux pas faire une traverse de 25-30 cm de large dans un pin qui fait 0,7 un cube. Donc ça aussi, c'est une problématique. Et donc c'est vrai que la sylviculture qui est proposée ici est peut-être aussi une alternative. Alors Paul, qu'est-ce que t'inspire justement la SMCC? Elle travaille pour la qualité. Qu'est-ce que ça t'inspire ça pour l'avenir? Moi c'est sûr que la crainte que j'aurais, la crainte que j'ai, c'est effectivement qu'à un moment donné qu'on ait un modèle, notamment en Aquitaine, qui soit trop tourné vers finalement une absence de vue sur la partie qualité. Globalement, je pense qu'on a un arbre qui naturellement, on va dire, être solide et qui naturellement continue à croître. Actuellement, c'est vrai que le risque que je verrais, c'est qu'on parte sur notamment des rotations trop courtes, dans lesquelles théoriquement on puisse faire une partie de qualité, où on puisse finalement compter sur des marchés dans lesquels il n'y aurait pas de qualité. Mais vraiment, j'ai objectivement de plus en plus de mal à voir comment on peut aller vers quelque chose de positif avec tout ça. J'ai l'impression que ça nous ferait prendre beaucoup plus de risques, j'ai l'impression que ça nous ferait abandonner beaucoup de choses qui sont nécessaires au fait de pouvoir aller vers des marchés qui nécessitent du bois un peu plus qualitatif. Alors, concernant la qualité, il y a des fois où j'ai l'impression que on est un peu paumé en Aquitaine peut-être, et on a l'impression que pour faire de la qualité, il faudrait quelque chose d'exceptionnel, et en fait j'ai l'impression que c'est pas le cas. Je pense qu'il faut atteindre un certain niveau d'âge d'arbre pour que naturellement il puisse être moins conique, que naturellement il puisse faire davantage de diamètre, de qualité, mais voilà, c'est pas non plus des âges extrêmes, et donc je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez naturel pour l'arbre, avec effectivement le fait qu'il y ait un besoin de gestion, que ça ne se passe pas tout seul, quoi. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est accessible, et je pense qu'on a vraiment un intérêt fort à aller vers ce genre de pratique, parce que, je veux dire, si on ne regarde pas la qualité, et si on pense pouvoir uniquement, on va dire, travailler ça avec des tonnes et des tonnes et des tonnes, finalement, je vois pas du tout l'intérêt, et je pense que ça peut être vraiment problématique pour notre filière bois d'œuvre. Alors, est-ce que la notion de qualité a encore du sens? Je m'explique. Déjà, on voit que les acheteurs payent au volume unitaire. Globalement, le marché ONF ou expert se fait sur la base de volume unitaire. Et d'autre part, on a des nouvelles techniques comme la bouteille collée, etc., qui permettent, à partir de produits de faible qualité, de produire des produits finis et technologiques de meilleure qualité. Donc la qualité a-t-elle encore du sens? Alors clairement oui, je pense que oui. En fait, s'il y a bien un truc dont on est sûr, c'est que la technique, notamment l'aboutage, à la fois c'est quelque chose qui est intéressant pour l'opère maritime, mais il faut plutôt la réserver à des choses qu'il ne saurait pas faire naturellement. Vous pouvez avoir certains types d'aboutage, par exemple sur les lamellés collés de grande portée. Voilà, si vous voulez faire un bâtiment qui fait 35 mètres de portée, 25 mètres de portée, ben là, globalement, il n'y a aucun arbre qui arrive à le faire naturellement. Et donc, que là,
le père maritime puisse être abouté pour pouvoir faire des pièces qui fassent cette longueur, qui fassent cette résistance mécanique, ça, ben, on va dire, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable en père maritime. C'est un bois qui se comporte bien sur ce genre de pratiques industrielles, mais ça a un coût qui est très élevé. Pour tout un tas de produits du marché, si on peut faire sans transformation, c'est beaucoup mieux. Et globalement, les transformations qu'on aura à faire dans les 5, 10, 15 prochaines années seront quand même toujours plus coûteuses, parce qu'il y aura plus de normes de sécurité, parce qu'il y aura peut-être des opérateurs plus difficiles à aller chercher. Il y aura tout un tas de choses qui font que l'industrialisation nécessite de l'énergie, des financements, que les machines vieillissent vite. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment coûteuses. Et il y a des fois où j'ai l'impression qu'on peut avoir une sorte d'espoir que la technologie remplace tout. Mais là, on a vraiment des fois des exemples de vraies transformations du massif que l'on voit, avec des futaies qui pouvaient porter des longueurs traditionnellement et des catégories de bois qui se faisaient naturellement, et dans lesquelles on est en train de choisir de les perdre, tout en se faisant raconter qu'on va pouvoir les remplacer. Mais non. Mais c'est de la connerie en barre. Et à un moment donné, il faut se le dire. Donc, globalement, le PEM, même s'il peut arriver à faire ça en laboratoire, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de marché, il ne pourra pas le faire. Déjà, ils ne pourront pas le compenser en termes de quantité de bois. On ne pourra pas avoir une usine géante qui va remplacer tout ça. Et en plus, ça se fera ailleurs, parce qu'on ne le fera pas sur un massif dans lequel c'est plus difficile à faire. Donc, clairement, on est encore dans un massif qui a le choix. Voilà, je sais qu'il y a pas très longtemps, j'étais en Galice, je voyais le PEM avoir disparu de la Galice, être remplacé par un autre type de sylviculture, de calyptus. Mais je peux vous dire qu'il y a une... voilà, ils s'en mordent les doigts là-bas. Et puis c'est trop tard. Donc je veux dire, ici, on n'a pas du tout ça. Mais il faut s'en rendre compte. Et il faut, je pense, savoir être humble par rapport à un certain nombre de sujets, notamment les sujets techniques. Il faut savoir qu'il faut qu'on sache travailler en partenariat pour arriver à se dire que finalement, si on peut avoir les choses naturellement, et quand on a la capacité à le faire de manière communautaire, ce sera bien meilleur pour tout le monde. C'est pas de la philanthropie. Frédéric, toi qui gères... T'as un fan. C'est bien d'exprimer ça. Frédéric, toi qui gères de nombreuses scieries de plus petite taille que les scieries Lesbats, quel est ton avis, toi, sur le sens et l'importance de la qualité sur Pin Maritime ? Mon secteur d'activité, il est basé sur des métiers de niche. Donc, tous ces métiers de niche appellent une certaine qualité. Donc, j'ai besoin absolument d'avoir du bois sans nœud, petit nœud, en plus dimensionnel. Donc, c'est une priorité. Et sur des... je répète ce que je disais tout à l'heure, sur des bois qui disparaissent trop tôt, je ne peux pas m'y retrouver. Et ce qui est sûr, c'est que la qualité, c'est ce qui paye. Voilà. La valorisation, elle est là. Donc c'est hyper important, c'est primordial. Merci. Ah, Jean ? Juste une petite réaction qui à mon avis, est essentielle aussi à la compréhension de l'état d'esprit des sylviculteurs, sachant qu'il n'y a pas un état d'esprit, il y en a plein. Cette logique-là de poursuivre pour du bois d'œuvre, du bois de qualité, du gros bois, c'était le cas. Et je suis persuadé que ça l'est latent et ça le sera. Je voudrais juste rappeler quand même que, et je parle à mon nom, sans parler au nom des autres, qu'on a produit de très gros bois qui sont tombés à la tempête et qui ont été totalement dévalorisés. À 2 reprises. D'accord ? Ok ? Il faut quand même qu'on en ait tous conscience. Et si madame a eu la justesse, et vous n'êtes pas la seule, c'est vrai, de garder quelques gros pins, ces quelques gros pins, ils ont rapporté beaucoup plus tard. Sinon, effectivement, à une période, ils ne valaient plus rien. Mais par contre, vous avez dû laisser beaucoup de valeur, enfin, peut-être pas trop, parce que les pins n'étaient pas trop développés dans votre cas, mais en tout cas, c'était pas le cas, c'était développé. Donc, vous avez perdu énormément de valeur à ce moment-là. Donc, perdre énormément de valeur, ça veut dire que tout l'investissement qu'on a fait pendant 50, 60 ans, il est perdu. Et c'est ce qui s'est produit. D'accord ? Donc il faut quand même que les gens en aient conscience. Que le sylviculteur, il est quand même sacrément courageux.
pour s'engager dans de la production bois d'œuvre et dans de la production long terme. Et j'entends, et j'en suis convaincu, ce que vous avez dit, sur la capacité de résilience plus importante sur la SMCC. Je pense que c'est tout à fait un élément intéressant à prendre en compte pour éventuellement faire ce choix-là. Malgré tout, des vents de 200 km/h pendant 24 heures, ça fait tomber beaucoup de choses. D'accord ? On a 1 million d'hectares, on a une productivité à peu près de 10 mètres cubes par hectare, donc ça fait 10 millions de mètres cubes et on consomme à peu près 6 millions aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut être relativement serein sur l'avenir. Voilà. Disons que ce qu'on peut... Dans les trucs où je te rejoins, c'est que je pense qu'il faut que la filière, les gestionnaires, les exploitants, les industriels, globalement, il faut qu'on soit effectivement dans l'accompagnement permanent de l'espoir du sylviculteur et dans le respect du travail qu'il fait. Je sais tout ce qu'est le côté incertain de l'investissement forestier et tout le côté délicat aujourd'hui de simplement penser à un retour sur investissement, si on peut parler d'investissement, sur une durée aussi longue. Donc en fait, nous, il faut qu'on arrive à comprendre tout le traumatisme que ça a apporté. Parce qu'il y a eu un traumatisme aquitain énorme, l'émotion de 99, l'émotion de 2009. C'est des gens ruinés, hein. C'est plus qu'un traumatisme. Hein. Mais ensuite, il y a cette question de peur. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'entends du vent, maintenant, j'ai une peur différente de celle que j'avais auparavant. Moi, quand j'ai discuté avec papa, à l'époque, les plus grandes tempêtes qu'il avait eu à gérer, les plus grands chablis, et il a travaillé pendant 40 ans, à la Syrie, ou 45 ans, c'était 4 millions de mètres cubes. Et nous, on s'est pelé 32 plus les scolites, et ensuite 40 millions de mètres cubes derrière. Donc en fait, on se retrouve avec des événements que personne n'avait connus avant ici, que personne n'avait eu le malheur d'expérimenter, et on est passé par là. Je pense que nous, il faut qu'on comprenne absolument le besoin que le sylviculteur doit avoir en termes de confiance vis-à-vis de notre capacité à traiter du bois de qualité dans le futur. C'est vrai que ça ne peut pas être simplement un discours, il faut à tout prix qu'on soit martelant et qu'on soit impactant pour arriver à démontrer ça. Ce qu'on sait, c'est que globalement, il va y avoir, qu'on le veuille ou pas, un vrai besoin de décarbonation, notamment de la filière bâtiment, en Europe et notamment en France. Et c'est vraiment la voie qui a été choisie. On a une feuille de route de décarbonation en France. Cette feuille de route de décarbonation, globalement, elle a été faite par Carbone 4, c'est des gens qui connaissent leur métier, et globalement, il y a vraiment des montées en puissance du bois construction et de l'aménagement. Donc c'est vrai qu'il y aura vraiment des besoins dans le futur, et la filière, globalement, elle aura une plasticité. On parlait tout à l'heure de plasticité, mais elle aura une plasticité, et il faut à tout prix qu'on arrive à être convaincant sur le fait que sur le long terme, on a quand même une vraie valeur ajoutée et une vraie sécurité aussi sur le sylviculteur. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la tempête, mais il y a aussi le risque des modélisations sur les incendies. On sait qu'on va être avec des risques plus importants sur les incendies, et on sait très bien que si on peut avoir des parcours avec des forêts gérées dans lequel on cloisonne mieux, ben, globalement ça se passera mieux aussi de ce côté-là. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à humblement travailler en commun pour instaurer cette confiance ou pour restaurer cette confiance. Peut-être qu'on avait trop confiance auparavant. Quand trop de fois... C'est pas une question de confiance, hein. C'est les faits qui ont montré que en appliquant une sylviculture, en voulant produire du bois de qualité et du vieux bois, malheureusement à 2 reprises, on n'a pas valorisé du tout les bois à leur juste valeur, c'est tout. C'est en fait, il n'y a pas à travailler là-dessus pour moi. Par contre, là où on est tous, je pense, complètement d'accord sur la logique d'intérêt du bois d'œuvre, d'un point de vue, de beaucoup de points de vue, hein, et bien entendu économique, surtout si les revenus sont plus réguliers et qu'on n'attend pas un moment pour les avoir, et que si ce moment arrive au mauvais moment, on perd tout. Donc je pense que moi j'en suis convaincu de cette logique de décapitalisation progressive, de maintien en capitalisation de la surface foncière le plus longtemps possible pour l'intérêt du propriétaire sylviculteur, et après bien entendu derrière il faut que la filière valorise à son juste niveau ces bois qui ont été amenés avec des qualités exceptionnelles ou à minima bonnes, voire très bonnes. Alors merci à tous, on arrive au bout du timing. On n'a que des gens passionnés de toute façon en tant qu'intervenants. Donc merci déjà aux intervenants, ça a été très prolifique. Est-ce que l'Assemblée a des questions ? Alors on va distribuer les micros dans l'assistance pour questions.
Patrick Lespès, ancien gestionnaire de forêt pour Alliance Forêt-Bois, et fier de ce que j'ai fait pendant toute ma carrière dans le cadre de la coopérative. Voilà, je tiens à le dire. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur en gestion forestière, toujours, un petit peu, parce que malgré tout, j'ai autre chose à faire aussi. Mais je suis né dans le Pignada. Je suis né dans le Pignada et j'ai vu l'évolution de la forêt et l'évolution des pratiques sylvicoles. Et on n'a plus du tout la même sylviculture qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'effectivement, il y a eu 2 tempêtes qui sont passées dessus, ça nous a fait réfléchir, etc. Et en étant sylviculteur, donc sur ma propriété, j'ai 2 parcelles notamment que je gère en Prosilva. Mais je les gère en Prosilva tout simplement en étant conscient qu'à l'origine, c'était une origine de pin, une bonne origine de pin. Parce que qui dit régénération naturelle, on ne peut pas partir en régénération naturelle sur un peuplement qui a une origine de graines incertaine. Et donc ça c'est primordial par contre. Ce que je voulais dire également, c'est que la sylviculture mélangée à couvert continu, bon, j'avais un grand-père gémeur, j'avais un grand-père muletier, et donc à l'époque, la futaie jardinée, on l'appelait la futaie jardinée. Il y en avait beaucoup dans le Lot-et-Garonne. Donc c'est pas nouveau. La sylviculture mélangée à couvert continu, c'est pas nouveau dans les Landes. Elle existait beaucoup dans le Lot-et-Garonne en futaie jardinée, ainsi que dans les Landes, dans certains secteurs des Landes. Mais à l'époque, pour aller chercher un arbre de qualité, effectivement, on avait des mules. Et puis on allait se faufiler au milieu de la régénération naturelle, on était capable de couper un pin au milieu. Aujourd'hui, les moyens d'exploitation ont changé, et c'est vrai que c'est déjà plus compliqué. Plus compliqué. Et j'aurais aimé entendre les industriels sur ce point, notamment. J'aurais voulu savoir, au niveau que ce soit Paul ou que ce soit Frédéric, comment, quand on leur propose un lot effectivement qui est marqué comme ça, qui est en sylviculture mélangée à couvert continu, alors je pense que Jean-Charles a répondu en partie à ce niveau-là, et je voulais savoir quel est comment la décote sur le prix, comment se passait la décote sur le prix, parce que effectivement c'est moins facile d'aller chercher des arbres qui sont marqués. Alors, est-ce qu'il y a une décote sur le prix quand on vend de la SMCC? Est-ce que vous avez cette réponse soit en tant qu'exploitant, soit en tant qu'exploitant scieur? Oui, je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais bonjour Patrick. Effectivement, les coûts d'exploitation sont un peu plus élevés. Nous, quand on fait un prix d'achat, quand on est acheteur de bois, on décompose. On a notre prix de vente, on enlève les frais de transport, d'exploitation, des frais de structure, et il reste ce qu'on peut offrir aux sylviculteurs. Donc mécaniquement, vu que les frais d'exploitation sont un peu plus élevés, il reste, ça dégrade un petit peu le prix qu'on peut proposer aux sylviculteurs. Voilà. De toute façon, après Thomas, je ne sais pas si tu veux parler de la vente du 2 juin. Bon, mais moi je peux en parler, j'y étais, donc Thomas a organisé la première vente d'Expert Prosilva le 2 juin dernier, donc c'était un challenge pour lui. Nous, acheteurs, c'était une nouveauté. On a vu les cours qui ont été logiques en fait et qui ont respecté. Les prix étaient un peu en dessous des références qu'on avait sur la sylviculture traditionnelle. Mais on parle de quel ordre à peu près, tu as une idée? 5%, je dirais. 5%, d'accord. Pas grand chose. Évrard voudrait prendre le micro. Ouais. Oui, il faut comparer des choses qui sont comparables. Si vous comparez la coupe à blanc avec l'éclaircie, la 3e éclaircie, évidemment il n'y a pas photo. En sylviculture à couvert continu, une fois que vous êtes abouti, normalement chaque 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous avez une exploitation de bois, et ça c'est ad vitam aeternam. Je caricature un tout petit peu. Par contre, dans un traitement régulier avec coupe rase, vous commencez avec des travaux, avec des premières éclaircies qui coûtent de l'argent, ou qui sont tout juste rémunératrices.
Il est clair que vous avez ici une capacité dans les Landes de Gascogne de travail qui est assez facile, tout est plat, hein, mais dès que vous montez un petit peu dans le relief, etc., bah, c'est tout à fait différent. Alors on est dans les Landes de Gascogne, mais il faut, quand on compare le prix de mobilisation, il faut bien comparer la globalité. Thomas ? Oui, moi j'ai deux remarques par rapport à la question de Patrick. La première, c'est que effectivement, on a certainement des coûts un peu plus élevés pour un volume unitaire que ce qu'on peut avoir en classique. Mais par exemple, quand je suis sur une première éclaircie, moi je vais prendre plutôt entre 100 et 130 tiges par hectare et pas 300 et 350, et je vais plutôt sortir des bois entre 0,25 et 0,30. Donc effectivement, j'ai un coût d'exploitation qui est un tout petit peu plus élevé, mais j'ai du canter à bloc bord de route. Donc mon mandant propriétaire, c'est pas très grave si c'est un tout petit peu plus cher à exploiter, parce que bord de route, il a des réceptions qui sont quand même assez satisfaisantes. Donc tu compenses par la qualité Bah, c'est pas exactement... En fait, on peut plus... on parlait tout à l'heure des problématiques de vocabulaire. Moi, quand je fais mon premier passage en coupe, j'ai tout de suite des bois de palette, tout de suite, dedans. Bon, bah, il faut le comprendre, il faut savoir que c'est un petit peu différent. Donc il y a des coûts effectivement de mobilisation qui sont un petit peu plus élevés, mais qui ne correspondent pas aux produits qu'on va avoir normalement, classiquement en première éclaircie. Ça c'est la première chose. Et puis après, on en parlera, mais si tu capitalises ton boisement plus tes entretiens pendant 30 ans à 3%, moi j'estime que sur mes coupes, je peux avaler 8 € d'uster de plus en façonnage. Je ne les ai pas aujourd'hui, les 8 € de plus. Mes propriétaires sont plutôt contents de ce qu'on fait. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance ? Merci. Donc, je m'appelle Philippe Barbedienne, je suis propriétaire forestier à l'Hermémucé, Escode, un peu à Cudos. Mais je suis également j'allais dire, dans la protection de l'environnement, puisque je suis président d'une association de protection de l'environnement qui s'appelle la CEPANSO Gironde. Donc, j'avais des questions, j'ai deux questions à poser. La première, ça concerne effectivement la SNCC et la conversion. Ben, je vais parler. Ah oui, d'accord, celui-là il y a un peu plus de gain. Donc, ma première question concerne certaines pratiques qui me surprennent un petit peu. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. C'est notamment quand je vois des voisins, des gens dans mon secteur, qui coupent des arbres mûrs. Parce qu'il existe encore des peuplements de pins qu'on ne coupe pas à 35 ans ou 40 ans. J'ai vu, il y a des peuplements qui se coupent encore à 50 à 60 ans. Et sous ces peuplements, j'ai souvent vu un semi-naturel très important. Il y a un tapis de petits pins en dessous qui correspond à 4 fois la densité ou 5 fois la densité qu'on aurait en plantation. Or, ce que je constate, c'est que après la coupe, quelques temps après, alors qu'il y a une densité extraordinaire de petits pins, qu'il suffirait de faire des cloisonnements, on passe la landaise en plein, ensuite on laboure, et ensuite on replante. Alors je voulais avoir votre sentiment sur cette pratique, savoir si c'est quelque chose que vous préconisez les uns ou les autres, ou si c'est quelque chose qui est susceptible d'être amélioré, en profitant justement de la nature, qui offre parfois des semis gratuitement. Et ma deuxième question, parce que Paul a parlé tout à l'heure des obligations vis-à-vis du carbone, j'ai fait le tour tout à l'heure de Forexpo, on a fait tout le grand tour, on a vu toutes ces machines, et le sentiment que j'ai, parce que j'ai un certain âge, quand je compare la taille des pins qu'on exploite aujourd'hui et ce qu'on exploitait il y a 60 ans, et puis la taille des machines qui vont dans la forêt aujourd'hui et celles qui allaient dans la forêt il y a 60 ans, j'ai comme l'impression que les pins sont coupés de plus en plus petits et que les machines sont de plus en plus grosses. Et la question que je me posais, toutes ces grosses machines là que j'ai aperçues, est-ce qu'elles fonctionnent à l'eau? Parce que si ça fonctionne au pétrole, c'est pas forcément très vertueux. Voilà. Merci pour ces questions. On va répondre à la première, donc, qui était la question de la régénération naturelle sur des peuplements matures. Thomas? Oui, alors je suis très à l'aise, Philippe, parce que je fais partie de la commission forêt de la CEPANSO, donc on peut se parler très librement. Le schéma que tu donnes, il est très simple. C'est des gens qui récoltent des gros bois, qui n'ont pas la volonté de travailler une régénération et qui sont soit convaincus, soit qui se disent je vais travailler de façon un peu plus simple et dans un cadre très générique qui est très développé.
Et ça arrive assez régulièrement, effectivement, qu'on ait des tâches, des poches, des environnements sur lesquels on pourrait faire des choses et on repart sur un schéma un peu plus simple et qui permet peut-être de simplifier, de cadrer une unité de gestion, une parcelle, un peuplement où je fais des choses qui sont bien rangées, qui sont bien cadrées. Donc je ne pense pas qu'on ait à donner un sentiment particulier. À mon avis, c'est le choix du propriétaire de faire ça. Alors il est légitime, il n'est pas légitime, il est critiquable, il n'est pas critiquable. Chacun a un avis là-dessus. Tu sais que j'ai un avis là-dessus. Mais je pense que c'est pas, en tout cas, notre rôle de venir expliquer aux gens vraiment ce qu'ils doivent faire, mais plutôt de les informer qu'on a la possibilité de faire des choses un peu différentes. C'est un peu l'esprit de cette table ronde. Voilà. Alors, vas-y, Paul. Ouais, concernant le sujet des machines, effectivement, c'est un sujet qui est questionnant. Bon, je pense qu'il y en a pas mal ici qui ont lu le bouquin de Jean Covici avec ce qu'ils appellent les esclaves, les machines qui transforment tout. Mais globalement, c'est bon, même si c'est expliqué un peu comme ça, c'est quand même la réalité. Les grosses machines, notamment les grosses machines forestières, c'est quand même pas très vieux comme sujet. Et effectivement, il y a une puissance énorme. Et globalement, c'est vrai que les machines, les limites aux machines, il y en a plusieurs finalement. Ça peut être la limite de l'autorisation à avoir des machines de telle taille dans tel endroit. Des questions de prix aussi. Est-ce qu'on peut se permettre d'acheter une machine? Donc, ça veut dire, est-ce qu'elle a assez de quantité de bois à travailler? De poids aussi. Et puis ensuite, il y a finalement une question qu'on se posait pas trop avant ou dont on ne s'est pas trop méfié, c'est celle de l'opérateur. Parce qu'on a pensé qu'avec des machines, on n'aurait jamais de problème d'opérateur. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a un gros problème d'opérateur. Donc ça, c'est un problème qu'on avait sous-estimé ou qu'on n'avait pas du tout estimé à l'époque. Mais bon, malgré tout, les machines ont une puissance de feu qui est terrible et qui, par rapport au temps que met un arbre à pousser, par rapport à la vitesse de la nature, par rapport à la quantité qu'un arbre peut stocker comme un carbone, il y a des limitations beaucoup plus claires par la nature. Et il nous appartient, je pense, compte tenu de la puissance de feu de ces machines, d'arriver à vraiment jauger notre manière d'exploiter les choses, notre manière de les exploiter pour arriver à une vraie durabilité des choses, pour arriver à un vrai équilibre qui nous permette de continuer à profiter de ce que la nature peut nous apporter ou de ce qu'elle peut nous donner. Donc c'est vrai que c'est une question qui est pas que philosophique, hein, c'est une question qui est vraiment pratico-pratique parce qu'à un moment donné, ça pose vraiment la question de la quantité de machines qu'on met sur un massif donné. Ça vaut pour les machines qu'on voit en forêt, alors qu'il y a un concept très visible et qui est très dérangeant. Est-ce que c'est une récolte finale? Est-ce que c'est une coupe rase? Voilà, il y a quelque chose qui est très dérangeant et qui attire l'attention. Alors tant mieux, ça attire l'attention, ça fait débat. Je pense qu'il ne faut pas que ça nous fasse trop douter non plus de nos modèles inutilement, mais c'est quand même une vraie question. Et puis ensuite, il y a toute la question des machines qui sont nourries par ces machines-là. C'est toute la question de l'industrie. Est-ce qu'il faut rajouter des industries à l'industrie qui est déjà en place? Comment arriver à un équilibre? Et nous, on a beaucoup plus ces questions sur ça aussi, parce que c'est des machines dont on parle moins, mais qui sont aussi beaucoup plus importantes. Quand on entend parler de projets de 1 million de tonnes, mais 1 million de tonnes, 100 000 tonnes par jour. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça fait réellement? Est-ce qu'on se rend compte de la capacité, alors qu'on est dans un massif dans lequel on est en train de déstocker des vieux bois, mais à un moment donné, on tombe malade, quoi. À un moment donné, on pense que le triangle qualité-temps, il n'a pas de limite, mais si, la limite est de tous les côtés, et elles sont assez proches. Alors là, tu fais référence donc au projet Swiss Chrono. Pas forcément, ça peut être celui-là, mais honnêtement, ça peut en être d'autres. Il pourrait y en avoir de pire. Honnêtement, il pourrait y en avoir de pire. Je ne veux pas simplement stigmatiser ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des problèmes dans une filière quand il y a des déséquilibres quantitatifs. Et le problème qu'il y a eu sur les pertes de bois, c'est parce qu'il y avait un énorme déficit quantitatif qui était insoluble et qui a apporté toute cette perte de bois effroyable. Mais il suffit de quelque chose qui soit moins différencié, mais qui soit une vraie différence pour mettre à mal non seulement l'économique, mais aussi finalement le naturel de la forêt. Parce qu'à un moment donné, on peut arriver à bousiller quelque chose qu'on a finalement créé aussi. Donc ce serait encore plus con. Sur la question des machines, peut-être que Jean-Charles ou Benjamin veulent réagir. Oui, c'est une bonne question, puisque nous on y réfléchit au quotidien aussi pour faire évoluer nos pratiques, s'adapter à la sylviculture. Il y a beaucoup de premières éclaircies qui arrivent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait le tour, même nous, en quelques années, on est passé sur des machines qui sont devenues plus grosses. Les machines petits bois qu'il y avait avant, elles ont disparu des catalogues.
Donc c'est presque des choses qu'on réclame aux constructeurs. Malheureusement, on est dans un système, c'est des fabricants mondiaux aujourd'hui qui, eux, vont plutôt vers des machines encore de plus en plus grosses dans la recherche de productivisme. Et ce mouvement de moins de pression au sol et compagnie, on a du mal à se faire entendre. Donc on espère que ce sera un mouvement qui va venir et que certains constructeurs vont pouvoir proposer du matériel adapté à ces contraintes-là. Après, je rebondis aussi sur ce que Paul dit, on a un déficit aussi peut-être par image et compagnie de chauffeurs formés là-dessus. Il y a une génération qui part, donc ça, il va falloir acheter des machines, c'est une chose, c'est aussi il va falloir avoir des chauffeurs compétents et formés, et surtout sur des sylvicultures un peu plus pointues, des chauffeurs formés pour pouvoir faire ces chantiers-là. Donc ça, c'est un des enjeux que nous on traite au sein d'Interpro notamment. Voilà. Alors, je suis désolé pour les frustrations, mais vous avez quand même un QR code, je vous le rappelle, pour poser les questions a posteriori. Moi, j'avais quand même bien envie d'entendre Évrard, parce qu'il a cette vision-là qui est extérieure au massif des Landes de Gascogne. Donc, Évrard, est-ce que tu peux nous éclairer sur son ressenti de ce que tu viens d'entendre ? Ben, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter aujourd'hui, ce soir, pour conclure cette discussion, parce que j'ai entendu beaucoup de très belles choses, de très belles réflexions. Je dirais que ce qui m'a noté, ce qui m'a interpellé d'abord, c'est la curiosité que vous présentez tous. Vous êtes tous curieux, vous êtes tous en recherche, vous êtes tous... vous posez des questions. Et je pense que c'est le b.a.-ba de l'entrepreneuriat, du développement d'une filière. Ce que je trouve assez formidable aussi, c'est que il y a toute la filière qui est là, ici présente. Hein. On ne produit pas des bois, et puis le bûcheron il se débrouillera pour les couper. On ne produit pas des bois, et puis le scieur il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Il y a une discussion, et je dirais qu'il y a beaucoup de bon sens, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de curiosité qui est exprimé là, et je pense que c'est les ingrédients de Prosilua, ou de cette approche SMCC. Moi j'ai la chance d'être tombé dans la marmite de la sylviculture il y a quelques décennies, peut-être pas tout de suite de la SMCC. Je peux vous dire que dans les régions où je travaille, donc le quart nord-est, Hauts-de-France, on ne se pose plus tellement la question, on fait de la SMCC partout. Je ne sais pas faire autrement que de la SMCC, et les propriétaires avec lesquels je travaille font de la SMCC. Voilà. Bien sûr, il y a autant de propriétés différentes, d'histoires différentes, qui permettent de s'adapter ici ou là à une technique, à une urgence. J'ai été appelé une fois sur une mission au Chili, au fin fond du Chili, donc hémisphère sud, des essences que je ne connaissais pas, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille vous raconter là-bas? Et les gars m'ont dit, mais c'est des arbres, et tous les arbres sur Terre poussent de la même façon. Alors, c'est un petit peu réducteur, parce qu'il y a quand même... mais bon, là-bas, c'était un petit peu comme chez nous. Je dirais que... on n'a pas trop de questions à se poser. Le pin maritime, il pousse comme tous les arbres. Donc, on va y arriver. Je crois que ce qui est important, c'est le temps qu'on se donne. Avant d'être des sylviculteurs, on est des gestionnaires. Les gestionnaires, ça veut dire qu'il y a une économie derrière. Il y a une économie, il y a un chiffre d'affaires, il y a des intervenants, il y a des scieurs. Bien sûr que peut-être il existe une structure idéale d'une forêt qui idéalement produirait le maximum, peut-être, mais peut-être pas. Et ce qui est important, et en tout cas si elle existe, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui évolue. Hein. L'équilibre, c'est une notion très, très, très aléatoire. Hein. L'équilibre est en continuelle évolution. Donc moi je pense qu'il est important, c'est de se donner le temps, vous y êtes, et ce qui est important, c'est de réfléchir dans un cadre de gestion par rapport à des préoccupations que l'on a de forêt, par rapport à des préoccupations de filière. Donc effectivement les grosses tempêtes dans les Landes ont créé un déséquilibre. Il faut l'absorber, ce déséquilibre. C'est pas en un coup de baguette magique que ça va se faire. Donc donnez-nous le temps, donnez-vous le temps, avec beaucoup de bon sens, beaucoup de pragmatisme pour y arriver.
La SMCC, c'est pas on laisse la forêt pousser et puis on vient de temps en temps ramasser la tomate. Hein, c'est aussi du travail, c'est aussi de la sylviculture, c'est aussi de la plantation, c'est aussi de la diversification, mais certainement aussi on le fait de façon plus fine, plus valorisante. J'ai entendu ce terme de travail valorisant. Hein. Aujourd'hui, on a besoin, pour nos intervenants, on a besoin de les valoriser. Hein. C'est fini l'époque que moi je ne sais plus faire, où je dis à mes gars, vous allez débroussailler avec la débrousse en plein cagnard pendant 3 semaines. Alors qu'à côté, le petit copain en SMCC, il passe 1 heure par hectare, parce que c'est à peu près le chiffre, 1 heure par hectare de travail sylvicole pour tailler, pour élaguer, pour planter, et pour accompagner la dynamique naturelle dans le sens d'une sylviculture dans le cadre d'une sylviculture en SMCC. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on est loin du dogme, donc on veut rester dans une approche très pragmatique, et c'est vraiment le point central. Je terminerai peut-être sur le point formation. Oui, c'est peut-être un petit peu compliqué, oui, ça nécessite de réfléchir, mais on est une filière exigeante, on a des métiers qui sont exigeants, et donc on a besoin aussi de formation, hein, que ce soit au niveau des ingénieurs, que ce soit au niveau du simple bûcheron, du simple ouvrier sylvicole, on a besoin de formation. Mais je peux vous rassurer, c'est avec du bon sens, un peu de pratique, on y arrive aussi. Et pourquoi est-ce que la filière forêt-bois échapperait à ce besoin de formation, ce besoin de se poser des questions, ce besoin de recherche? Parce que de nouveau, vous l'avez redit, hein, le sol, on ne comprend pas encore comment fonctionne le sol. Hein, et le sol, c'est notre première richesse pour assurer une production stable et une production résiliente pour une industrie qui est forte en local. Voilà, donc moi je pense qu'il y a plein de belles choses, je suis optimiste aussi, hein, parce que je pense qu'il y a un capital que vous avez dans ce coin qui est absolument fabuleux, il y a des compétences humaines qui sont formidables. Alors, il faut que je parle de ProSylva. ProSylva, c'est bien sûr un lieu d'échange avec l'ensemble de la filière. On est là pour prendre la place de personne. On est là simplement pour échanger, pour travailler, pour réfléchir, pour se former. Il n'y a pas de mauvaises images. Donc moi j'aimerais que chacun puisse très simplement accueillir une tournée, accueillir ses collègues, accueillir une formation, parce qu'on apprend de tout. Bien sûr, il y a des structures qui sont belles, qui sont irrégulières, mélangées, mais avant, il y a plein d'autres structures sur lesquelles on a beaucoup de choses à échanger ensemble, on a beaucoup de choses à apprendre, et donc le besoin de formation, il est important. Donc ProSylva France est là pour ça, ProSylva Europe est là pour ça aussi. Donc je peux que vous inciter à rejoindre le mouvement, très simplement, très humblement, et à participer à cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci Ebra, tous, d'avoir été présents.